Découvrez la vidéo de dialogue, souvent passionné ou controversé ou partisan. On a monsieur Bictogo, Snedaï, qui est président de l'Assemblée nationale. À l'époque, il y avait en fait une affaire sur au niveau de l'éducation nationale sur le règlement en fait d'accord en ligne, le paiement digital. D'accord, le marché a été attribué très étrangement à un ministre qui était dans le gouvernement de Ouattara, monsieur Mamadou Sanogo. C'était CELPED. D'accord, on donne pas d'accord d'explication. Dans un pays normal, on se poserait des questions. D'accord, on peut appeler cela le conflit d'intérêts. Au ministère des Sports, les contrats opaques, d'accord, autour des inscriptions scolaires. C'est des éléments que je vous cite. Je suis allé même plus loin, j'ai trouvé que M. Ouattara, à une époque, quand il était Premier ministre, était cité dans une affaire de vente d'actifs publics. Et il a été débouté par le juge Koudiané. Le juge Koudiané, qui malheureusement a perdu la vie plus tard. Il a perdu la vie plus tard parce que Ouattara avait en fait poursuivi un journal pour cette affaire de vente d'actifs publics dans l'opacité. D'accord? Et je pense que même certaines personnes du PDCI RDA, parti où il y militait, apparemment parce qu'il était Premier ministre, regardaient de très près cette affaire. Revenons maintenant sur l'affaire des déchets toxiques, parce que tout à l'heure j'ai entendu parler d'Akwedo, mais ça m'a donné en fait, d'accord, je suis revenu sur l'irresponsabilité de Laurent Gbagbo par rapport au Probo Koala. Vous vous rappelez des déchets toxiques? Ok. Il y a un monsieur du nom de monsieur Gourou qui aujourd'hui même a fait une interview sur la chaîne YouTube de monsieur Vergès. Il s'appelle monsieur Gourou. On parlait en fait, d'accord, des 4,65 milliards de francs CFA qui ont été destinés, d'accord, aux victimes. Ça a été détourné. Qui avait la gestion en fait, d'accord, de ces milliards? C'est monsieur Adama Bictogo. Donc, quand on vient faire des leçons de morale, je me pose véritablement des questions. Je me pose véritablement des questions sur ces gens-là. Une dette qui est aujourd'hui à plus de 31 000 milliards, où on vient, on nous cite quelques éléments et puis on dit, cette dette-là, vous voyez pas les infrastructures qui ont été faites. Si on fait un ratio comparatif, vous êtes largement très loin. Parce que les conditions dans lesquelles vous avez joui, vous avez bénéficié, d'accord, de ces avantages-là, n'étaient pas les mêmes chez certains. Tout à l'heure, on parlait de Laurent Gbagbo. Mais quand Laurent Gbagbo est arrivé en 2000, il a hérité d'une dette extérieure énorme. La dette avait atteint un niveau critique. Le pays même limite, d'accord, même était en cessation de paiement avec les bailleurs de fonds internationaux, puisqu'ils avaient rompu leur coopération. Mais je me suis rendu compte que la première des choses qu'ils ont fait, celui qui a les pieds, qui n'arrive pas à marcher là, d'accord, ils ont entrepris des négociations pour reprendre les relations avec les institutions financières internationales, Fonds monétaire international, Banque mondiale, c'est pas moi qui le dis, c'est Patrick Hachi, d'accord? Et c'est sous la présidence de Laurent Gbagbo que la Côte d'Ivoire a atteint le point de décision de l'initiative PPTE, pays pauvre très endetté. C'était en 2009, en mars précisément. D'accord? Et ce statut a permis au pays de bénéficier d'un allègement partiel de sa dette. Il y a eu des accords, pour restructurer la dette. Ces accords ont été signés avec le Club de Paris et le Club de Londres. D'accord? Et ils ont mené des efforts quand même importants. Nous étions, en ce moment, celui qui parlait beaucoup, qui menaçait les Ivoiriens là, ces ministres étaient dans le gouvernement. Ils n'étaient pas en fait dans l'opposition, ils étaient dans le gouvernement quand ça se passait. Le gouvernement de Laurent Gbagbo, celui qui a du mal à marcher. D'accord? Et grâce aux efforts mis en place, malgré le fait que celui qui critique aujourd'hui Laurent Gbagbo, ils étaient dans le gouvernement, ils étaient payés, ils ne refusaient pas leur salaire. D'accord? Laurent Gbagbo a fait des efforts et le stock de la dette a été réduit de manière significative. Elle était à 6 700 milliards en 2000, elle est passée en 2010 à 5 080 milliards. C'est sur la période post-électorale, d'accord, que la dette a de nouveau repris un petit peu, d'accord, d'embellie. Mais après, avec le point d'achèvement PPTE, il y a une réduction considérable. Je me suis posé des questions aussi. Je me suis dit, mais ces gens-là, tout le temps, ils parlent en fait, d'accord, ils parlent tout le temps de Laurent Gbagbo, il n'a rien fait. Et puis, je suis allé dans mes recherches, j'ai trouvé que Laurent Gbagbo, on ne faisait rien. Il a mis en place, d'accord, ce qu'on appelle l'installation de pipeline. Il a mis en fait en place l'installation d'un troisième pipeline. Et les travaux de pose de pipeline ont eu lieu à Jacquesville, précisément. Et ces travaux-là permettaient déjà d'apporter un boom, d'accord, en termes déjà d'acheminement, en termes de conduit, d'accord, d'hydrocarbures. J'ai vu aussi qu'au niveau de la Petroci, d'accord, il y avait une gouvernance qui a été mise en place de telle sorte que la Petroci, d'accord, puisse retrouver son embellie sous le même Laurent Gbagbo qui ne faisait rien. Je suis allé encore plus loin pour aller regarder sous Laurent Gbagbo, comme il ne faisait rien, s'il y avait des choses qui étaient mises en place. Et j'ai vu que, en dehors du scandale de Fulton, que le monsieur parle, c'est-à-dire que il y avait un investissement qui était fait aux États-Unis, ils ont perdu des milliards, ils ont mis en place le FDR, que monsieur Ouattara même jusqu'à aujourd'hui, d'accord, utilise.
le FDR qui est le Fonds de développement rural. J'étais étonné aussi que Laurent Gbagbo, qui ne faisait rien, a fait ça. Je suis remonté encore pour aller plus loin. J'ai cru que c'était Ouattara seul qui mettait le courant dans les villages. Et à ma grande surprise, chez moi-même à Demboko, chez moi-même à Demboko, je suis allé regarder dans mes recherches et j'ai vu que Laurent Gbagbo, avec les Bakongo, les mêmes gens du RDR qui étaient ensemble, ils ont électrifié 890 villages. Je répète, en 2000 et 2009, c'est 890 villages. Source Fraternité Matin, journal officiel. Vous allez aussi dans les archives de l'ANARE, vous allez vérifier. 890 villages sous Laurent Gbagbo ont été électrifiés en 2000 et 2009 avec des ministres RDR qui étaient dans le gouvernement et en pleine guerre. Comme le gars, il sait pas se protéger. Donc, en regardant cela, je me suis posé des questions. Je me dis, voici quelqu'un qui est arrivé où tous les bailleurs de fonds, un travail en amont a été fait par de nombreuses personnes. Malgré l'instabilité politique qui a été faite, je suis même pas venu même sur Bédier. Bédier même, je pourrais même encore truc. Et je me dis, ce gars-là, il a bénéficié du travail de toutes ces personnes dans des situations que nous connaissons. Dans des situations que nous connaissons. Et ce monsieur dit aujourd'hui, le travail qu'il a abattu est un travail qui n'a jamais été fait. Mais tu profites de la somme des efforts des uns et des autres. Tu profites de la somme des efforts des uns et des autres. Parce que quand on parle du point d'achèvement PPTE, le point d'achèvement PPTE n'est pas seulement une réduction de la dette, c'est de conduire aussi cet État-là à mettre en place aussi certaines infrastructures. Et puis, quand on désendette un pays, quand on désendette, tu as la facilité d'aller sur les marchés pour à nouveau aller contracter une dette. Heureusement que nous ne sommes pas ici des économistes. Moi, j'ai un niveau 3e et le monsieur qui parlait tout à l'heure, il n'est pas économiste, mais qu'il parle avec des sources. Je vais venir maintenant sur le plan sécuritaire. Je suis rassuré aujourd'hui qu'on dise que les autres précédents gouvernements n'ont rien fait. Oui, c'est une possibilité qui n'ait rien fait sur le plan sécuritaire. Mais quand on est un parti politique... Parole, hein, tu peux encore répéter, c'est combien de villages ont été électrifiés? 890 villages de 2000 à 2009. Après 11 ans de pouvoir. Ok, c'est noté, je suis en train de noter ça. Notez et allez vérifier. 800 hein, à 11 ans de pouvoir, c'est faible. Oui, 800 de 2000 à 2009. C'est très très faible, c'est faible. Bon, écoutez, de 2000 à 2009. Heureusement, je pensais qu'il n'avait pas électrifié un village. Mais je viens sur quelque chose qui est très important. Un parti politique, parce qu'ici, moi, on me cite comme quelqu'un qui part dans les pays de l'AES. Donc, je suis potentiellement un danger pour la Côte d'Ivoire. C'est le monsieur qui est ici, qui a dit que oui, je pars dans les pays de l'AES, peut-être je suis en formation, peut-être dans un coup d'État. Il le dit souvent, il le répète souvent. Mais je ne suis pas d'un parti politique. Donc, si on suit sa thèse, ce qu'il est en train de dire... Ça, tu es pro Gbagbo, tu es pro... oh là là, mais je peux m'exprimer, s'il vous plaît. Merci. Alors, voilà. Voilà, s'il te plaît, faut faire comme tout le monde, grand frère. Vas-y, on sent. Donc, si aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire... Faut pas, il va mentir. Voilà, il n'a qu'à arrêter. Faut fermer ton micro, s'il te plaît. Vas-y, on sent. Si je suis... C'est-à-dire s'ils ont les preuves de ce qu'ils disent, parce qu'on peut mentir, hein. C'est comme le fait où on dit que M. Lago Fabrice percevait des millions. On n'a jamais vu les preuves. D'accord? Voilà. Donc, s'ils ont les preuves de ce qu'ils disent, ils vont les sortir. Et je serai, d'accord, comptable de mon acte, c'est-à-dire je serai puni par la loi de mon pays pour haute trahison. Et j'assume devant tout le monde. Mais quand on est un parti politique d'un pays, notre rôle en tant que parti politique, c'est de faire le jeu politique du pays. C'est de ne pas, d'accord, valider en termes d'action des séditions quelconques, des rébellions et des coups d'État. Alors, le coup d'État de 1999, on dit que Laurent Gbagbo a félicité le coup d'État, mais il n'était pas que seul. Il n'était pas le seul. Il y a une personne du nom d'Alassane Dramane Ouattara qui a dit que ce coup d'État était semblable à la révolution des œillets. Et lui-même, il allait plus loin. Il a dit ce n'est pas un coup d'État armé, c'est une révolution du peuple de Côte d'Ivoire. Je répète, j'ai dit, il y a un monsieur du nom d'Alassane Dramane Ouattara en 99. Lui-même, il allait plus loin. Parce que Gbagbo, il a salué le coup d'État. Mais Alassane Ouattara dit, non, ce n'est pas un coup d'État armé, c'est une révolution du peuple. Et il a comparé à la révolution des œillets au Portugal. C'est sourcé, c'est daté, il a dit en anglais. La vidéo, elle existe. Alors, M. Ouattara qualifie de coup d'État militaire de révolution du peuple. Ça, vous l'occultez. Mais on va aller plus loin. Ceux qui étaient en Côte d'Ivoire, le 24 décembre 99, sur quel média
La cassette de Guy Robert a été diffusée en premier sur une radio privée du nom de Radio Nostalgie. Je répète, parce que j'assume mes propos. Je dis, le 24 décembre 99, le premier audio, la première cassette audio qui a été diffusée, où le général Robert Gueye annonçait un coup d'État, c'était sur un média privé qui s'appelle Radio Nostalgie. Vous savez, Radio Nostalgie appartient à qui? D'accord? Il y avait des hommes politiques qui dirigeaient en fait, d'accord, cette radio. Par exemple, M. Ahmed Bakayoko. Quand on est dans la République, c'est bien beau de donner des leçons, mais il ne faut pas oublier son passé. Aujourd'hui, vous vociférez partout, comme si vous êtes purement républicain. Vous avez quelle leçon à donner aux gens? Quand on a planté le drapeau du Burkina Faso à Congo, mais le Patriote l'a repris. Le journal Le Patriote est un journal d'un parti politique appelé le RDR, Rassemblement des Républicains. Quand vous l'avez repris en termes de fierté. Et c'est vous qui allez venir nous apprendre ce que c'est que la République? Vous avez des leçons à donner aux gens? Quand il y a eu la rébellion, mais M. Cissé Ibrahim Bakongo a dit qu'il comprenait le sens du combat de ces jeunes. Oui, l'actuel ministre, M. Cissé Ibrahim Bakongo, qui était ministre dans le gouvernement de Gbagbo, il a dit qu'il comprenait le combat de ces jeunes. Il y a un cadre de votre parti, du nom de M. Fanny, qui était le maire de Boaké. Mais il a dit, qui dit MPCI dit le RDR. Vous avez, une fois, vous l'avez puni ou vous avez condamné ses propos? Vous n'avez pas condamné ses propos. Donc, vous n'avez aucune leçon à donner à qui que ce soit. Maintenant, si vous dites que Laurent Gbagbo n'a pas pu combattre la rébellion, et c'est pour cela que vous combattez de manière excellente, mais d'accord, vous êtes des rebelles par essence. Vous n'êtes pas des politiciens. Et je profite de l'occasion pour vous dire quelque chose clairement. Je vois un gars qui bande ses muscles ici, qui dit oui, on va vous faire ça, on va vous faire ça. Il faut commencer à faire. Tu penses que tu ferais qui? Il faut commencer à faire. On va vous faire ça, on va vous faire ça, on a attrapé Gbagbo. Faut faire. Comme vous êtes majoritaire, faites. Et on n'a pas besoin d'aller, hein, d'accord? Même si on est à l'étranger, là. Faites, il y a des ambassades. La preuve, vous avez pris l'ambassade à Paris en 2010. Il faut faire. Donc, tout ce que vous... En fait, faut parler politique. Mais afin de menacer, là, tu peux rien faire, tu peux rien créer. Ça, je le dis sur le panel. Je suis monté exprès pour te dire, tu peux rien faire, tu peux rien créer. Comme tu es majoritaire, tu sais que tu possèdes la majorité des Ivoiriens, c'est toi qui possèdes aussi tu possèdes toutes les poudrières où il y a les armes, non? Faut sortir toutes les armes, on va voir. N'importe quoi. J'ai fini, ma soeur, merci. Et je peux réagir, parce que j'ai écouté beaucoup de choses. Et j'ai été à plusieurs fois interpellé. Okay. Alors, j'ai écouté beaucoup de récits. Clarisse, pardon. Maman, c'est Ahmed qui devait parler, mais après... Non, Ahmed, attends. Tu parles, après quoi, il va parler. Il faut laisser Kokora parler, pardon. Vas-y, Kokora. J'ai entendu plutôt des frustrations, mais je comprends ta frustration, cher frère. Bon, heureusement que tu es un avatar, tu n'es pas courageux pour te présenter en public. Ah ben dis donc, ça c'est la meilleure. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Calme-toi, ne sois pas agité. Tu as passé ton temps à insulter les gens sur quelqu'un a réagi. Agité, faut t'éteindre, on va te répondre là. Arrête tes bêtises là. Donc j'ai dit, j'ai entendu beaucoup de choses, mais c'est des frustrations, c'est ta colère que tu exprimes. Malheureusement, tu n'es pas courageux pour assumer tes positions. Moi, je ne menace personne. Et si tu prends le temps de m'écouter, si tu n'es pas assis sur tes oreilles, je n'ai jamais dit qu'on va arrêter quelqu'un qui n'a rien fait. Et j'ai toujours dit, tant que les gens vont s'inscrire dans la voie de la démocratie, de l'expression démocratique, il n'y a aucun problème. Mais des gens qui prévoient l'insurrection et qui le disent à visage découvert, mais nous ne sommes pas des idiots pour laisser des gens créer l'insurrection dans notre pays. Donc, comme Gbagbo, sous son pouvoir, disait aux militaires... Attends, 30 secondes. Vous, les RIDP, là, un s'est monté, il est déjà à 1300 Non, non, laisse tomber. Envoyez les cadeaux à Kokora, t'as porté, envoyez les cadeaux à Waïd. Voilà, moi, je... Vas-y, Kokora. Alors, donc, je dis, nous n'allons pas manquer de responsabilité. Des gens comme vous, qui chaque jour, sur des panels, proposer l'insurrection, le chaos dans notre pays, les coups d'État, et tu es un champion dans ce projet, j'ai dit ces gens trouveront l'État en face d'eux. C'est ce que j'ai dit. Donc, si tu n'es pas prêt à prendre les armes pour attaquer ton pays et prendre l'exemple des pays de l'AES où tu es devenu leur propagandiste donc en chef, mais il n'y a aucun problème. Mais aucun État sérieux ne peut accepter que dans un pays, des gens donc fassent d'un projet de déstabilisation
leur chemin de bataille. Leur cheval de bataille, pardon. Donc, en le disant, si tu n'as rien à te reprocher, mais pourquoi tu tombes à la renverse et que tu es mort de colère? Moi, je n'ai aucune force pour menacer quiconque. Mais ceux qui viennent pour proposer l'insurrection, mais je suis en face d'eux pour leur répondre et leur dire que l'État a pris suffisamment de précautions, de mesures pour éviter que des voyous, des bandits, comme ceux qui proposent l'insurrection, on puisse les mettre hors d'état de nuire. D'ailleurs, si nous voulions faire quelque chose à quelqu'un, mais c'est la première fois dans l'histoire de notre pays, depuis 1990, depuis l'avènement du multipartisme, où vous voyez des partis politiques marcher en Côte d'Ivoire en paix, sécurisés par la police. On peut faire ça dans ton pays. Bravo, bravo. En 2017, là, ils ont fait Abidjan de place zone rouge. Pardon, laisse-le parler, s'il te plaît. Non, pardon, voilà. Voilà, Pourquoi parler de 2017? Non, Voilà. on brûle les gens. Tapoter, En 2004, Laurent Gbagbo a décrété plateau zone rouge. Ce n'est pas des militaires d'Ogoblé. Ceux qui aujourd'hui marchent avec la couverture nationale, la télévision nationale vient à votre meeting où vous insultez Alassane Ouattara, vous dites petit Moussi, va chez toi. Qui a été touché? Pourtant, Gbagbo a donné l'ordre aux militaires ici de mater tous les marcheurs et pas avoir de conséquences. 400 morts, Kokora, il y a eu 400 morts. 400 morts. Plus de 400 morts sous Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, vous marchez, on vous touche. Et puis tu vas venir, qu'on appelle tomber, rentrer dans une hérésie, une colère noire, comme si quelqu'un t'a piqué. Mais ça te fait mal, tu fais ce que tu veux. Si tu es trop fort, tu viens en Côte d'Ivoire, ne reste pas en France. Moi, je suis assis en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, j'ai vécu toutes les crises dans mon pays. En 2011, j'étais à Gagnoa. J'ai vécu toutes les crises, j'ai jamais fui mon pays. Donc, on ne peut pas être un lâche, fuir son pays, et puis s'asseoir là-bas pour raconter des bêtises, menacer son pays, et tu penses qu'on va te laisser faire au nom de quoi et pourquoi? Tu es propriétaire de la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter, on peut rentrer dans les vrais débats économiques comme tu l'as soulevé, mais tu ne viens pas ici pour dire tout et n'importe quoi à quelqu'un ici. Personne n'est insulté, donc reste poli, courtois dans le débat. Et si tu as raté l'éducation là-bas, c'est pas ma faute. Donc respecte les gens. Quand tu venais, ici les gens débattaient normalement sans injure et sans manque de respect. Voilà, donc je voulais vraiment recadrer sur ce. Et puis d'ailleurs, tu peux aller même dormir dans les pays de là, il y a ce qui te regarde même. Tu es qui en Côte d'Ivoire pour qu'on s'intéresse à toi? Depuis que tu fais la promotion des pays de l'AES, tu as eu quoi? Ça a changé quoi dans notre pays? Il n'a qu'à aller vivre dans les pays de l'AES, il fait quoi? Tu peux quitter la France, tu es un panafricaniste, va vivre dans les pays de l'AES comme Gbagbo connaît. Je pense que lui, il est courageux. Il a pris la décision d'aller vivre au Burkina Faso parce qu'il s'est dit que là-bas, c'est le meilleur moyen pour gouverner. Tu ne peux pas être aussi ambivalent et incohérent. L'incohérence, ce n'est pas une qualité. Tu ne peux pas promettre, comment on appelle, penser qu'en Côte d'Ivoire, on doit vous faire plaisir, alors qu'au pays, au Mali, Assimi Goïta qui est au pouvoir. Qui l'a mis au pouvoir? Mais il s'est assis dans sa chambre, il a pris une décision pour rester au pouvoir à vie. Pour rester au pouvoir à vie. Et puis c'est à nous, tu vas venir donner des leçons. Moi, je peux écouter les voyous, bon, ils peuvent me donner des leçons, on peut débattre, mais pas de pushistes comme toi, un promoteur donc de push, c'est toi qui vas venir donner des leçons aux gens ici. Il faut arrêter ton arrogance inutile, ça ne sert à rien, et c'est même pas nécessaire, frère. Voilà. Donc le mensonge, vous pouvez continuer dans ça, mais je suis en train de dire, d'abord tu nous as parlé de l'aspect économique, Alassane Ouattara a fait ci, Alassane la dette. Mais, d'abord, notre dette n'est pas en progression constante. Comme tu fais des récitations parce que tu es sur les réseaux sociaux, tu penses que ce que tu dis est vrai. Nous avons un déficit budgétaire qui se réduit. Le déficit budgétaire dans l'UEMOA est de 3%. Mais quand tu prends tous les pays africains, même européens, les déficits budgétaires se sont creusés à cause de la crise Covid et la crise en Ukraine. Tu prends dans l'UEMOA, tous les pays aujourd'hui, le Burkina Faso, c'est en 4 et 5%, dû à la crise. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans une tendance de réduction de son déficit budgétaire. Cette année, nous sommes à 3,5%. L'année prochaine, nous tomberons donc à moins de 3%. Donc, tes récitations ne collent à rien. Nous avons un ratio de la dette qui est en deçà de 70%. J'espère que bon, il se met en pause. Je ne sais pas pourquoi il se met en pause. S'il veut fuir. Donc, nous avons un ratio de dette qui est inférieur à 10%, qui est la norme au niveau de la norme communautaire UEMOA. Donc, il ne sait pas où il va ramasser ces chiffres-là pour venir donc, dire ça ici. Alors, au niveau de l'économie, il dit que oui, la Cour des comptes aurait fait un rapport qui incrimine donc
Adama Bitogo et autres. Mais le même est contradictoire. Pourquoi est-ce que la Cour des comptes, tu ne rappelles pas les rapports de la Cour des comptes, donc, qui sont en défaveur de la gestion et des détournements. Et tu vas prendre la presse. Quelle presse? Tu penses qu'un pays, l'évaluation de l'économie d'un pays se fait selon la presse ou selon les rapports des organisations internationales ou des organisations nationales? C'est-à-dire, c'est une ignorance totale de penser que dans un pays, parce que le total des détournements que vous alignez, mais ça vaut 50 000 milliards. Quel est ce pays qui va faire des détournements, un principe de gouvernance, et puis le monde entier ferme les yeux là-dessus? À un moment donné, il faut faire appel à son bon sens. Il faut faire appel à sa logique. Même quand on a une capacité de faire des récitations, parce qu'on a eu des informations sur les réseaux sociaux, mais il faut faire ce qu'on appelle une analyse des informations que tu reçois. Pose-toi la question. Mais si en Côte d'Ivoire, il y a autant de détournements, donc qui est synonyme de mauvaise gouvernance, mais pourquoi ce même pays est bien noté? Que ce soit par les Américains, tu ne vas pas me dire que Alassane Ouattara a réussi à corrompre les Américains au niveau du MCC. Tu n'es pas plus fort, heureusement que tu dis tu es à niveau 3e, tu n'es pas économiste, donc tu ne peux pas être mieux placé que ceux qui notent les pays en termes donc de gouvernance. Aujourd'hui, je te dis, nous avons la 2e meilleure notation financière en Afrique, derrière le Botswana. Un pays qui fait des détournements, un principe de gouvernance ne peut pas avoir ces notes. D'ailleurs, quand nous allons emprunter sur les marchés internationaux, c'est autour de 2,3%, 3%. Tout dernièrement, la Côte d'Ivoire est le seul pays en Afrique qui a réussi à lever des bons sur le marché international en monnaie locale. Aucun autre pays n'a réussi à le faire. Tout dernièrement, nous venons de lever des fonds au Japon. La première fois qu'un pays de l'Afrique subsaharienne réussit à le faire, c'est la Côte d'Ivoire, avec un taux d'intérêt de 2,3% et 196 milliards de francs CFA. Un pays qui détourne les ressources, un pays qui gère mal, qui gaspille, ne peut pas avoir ce type de score. Quand il dit notre dette, le risque d'endettement est modéré, non, le risque d'endettement est faible. Tu prends le rapport de Brookfield Investment, la Côte d'Ivoire a un risque d'endettement donc faible, rapport rendu en 2025. Donc il faut t'informer utilement au lieu de venir raconter tout et n'importe quoi. Notre pays est bien géré, nous avons des ressources qui ont des impacts. Comment on mesure l'impact d'une politique sur la vie des populations? Quand Laurent Gbagbo partait du pouvoir, c'était 55% de taux de pauvreté. Aujourd'hui, nous sommes à 37% de taux de pauvreté. C'est pratiquement une réduction de 18%. Ce qu'aucun pays africain n'a réussi à le faire sur les 15 dernières années, malgré la crise Covid et la crise en Ukraine. Mais nous avons réussi à faire ça. C'est parce que nous gérons bien donc, les ressources qui sont mises à notre disposition. Mais là où tu dois regarder, si tu avais un niveau qui dépassait 3e, c'était de voir que les investissements produisent des richesses. Pourquoi? Parce que nous sommes passés des ressources propres de la Côte d'Ivoire de 1800 milliards sous Laurent Gbagbo, aujourd'hui à près de 10 000 milliards. Les ressources propres. Notre budget, peut-être on va combiner tous les pays de l'AES n'atteignent pas le budget de la Côte d'Ivoire. Alors que hier on était à 2400 milliards. Donc un pays qui se gère mal, d'abord il n'a pas une croissance économique, parce que la croissance économique, elle ne s'invente pas. C'est parce qu'il y a une dynamique économique que vous avez une croissance économique. Aujourd'hui, la France, où tu vis là, quel est leur déficit budgétaire? C'est près de 5%. C'est près de 5%. Quel est notre déficit budgétaire? Donc, à partir du moment où un pays fait de la croissance, ça veut dire qu'il y a création de richesses. Ça veut dire que l'économie se porte bien. Nous avons l'économie la plus solide en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes passés devant le Ghana qui n'a pas connu de crise politique grave depuis 1980. Mais nous avons, au niveau de l'économie, nous dépassons le Ghana aujourd'hui. Nous sommes derrière le Nigeria. Et en termes de PIB par habitant, la Côte d'Ivoire est le pays le plus riche au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Tu me dis non, Laurent Gbagbo, il a réalisé, et puis tu me cites des choses donc qui n'ont aucun impact même sur la vie des populations. Comment il appelle ça même? Pipeline. Ça a quoi? Ça donne quoi à tes parents au village? La Côte d'Ivoire produisait, en termes de hydrocarbures, on produit quoi? Pour que tu construis des pipelines, c'est un investissement d'abord en temps de crise qui est inutile, qui n'a pas un impact direct sur la vie des populations. Petrochil a jeté là-bas même, c'était inutile.
Voilà, c'est inutile. En temps de crise, comme vous ne le savez pas et vous vous promenez dans les pays de l'AES, vous pensez que c'est ça la gouvernance, je suis désolé. En temps de crise, il y a des facteurs clés, il y a des secteurs clés, pardon, dans lesquels on investit. L'éducation, la santé, la sécurité. C'est pas dans les pipelines. Vous dites, Laurent Gbagbo a eu l'argent, mais il n'a pas eu l'argent, mais avec quoi il a construit le Parlement donc de Yamoussoukro, l'hôtel des Parlements, c'est près de 100 milliards. Ça servait à quoi? C'est une dépense inutile. Inutile, c'est inutile, c'est un tas d'ordures qu'on a déposé à Yacoub. Quand quelqu'un qui dit, oui, j'ai été frappé par une rébellion, et puis tu commences à construire présidence à Yamoussoukro. Tu commences à construire Sénat, qui n'existait même pas dans notre constitution à Yamoussoukro. Ça, c'est une gestion, ça. C'est tout sauf de la gestion. C'est inutile. Les monuments qu'il a construits dans tout Abidjan, c'était à quel bénéfice? Moi, j'ai les images des monuments là, je vais publier ça demain. S'il te plaît, faut te calmer, il y a trop de bruit quand c'est comme ça. Il y a des ça, toujours le RADP, pas clair, où est ton problème? Non, ferme ton micro, il y a des autorités dans le live. Voilà. Donc, faut fermer ton micro. Babou a passé son temps à construire des monuments dans notre pays. On parle des déchets toxiques. Au lieu de regarder l'irresponsabilité... Nous sommes tous les autorités, s'il te plaît. Voilà. Au lieu de regarder l'irresponsabilité de ce gouvernement dirigé par Laurent Gbagbo que nous pointons du doigt, c'est Riano Adama de Bitogo qui a géré ça. Donc, dans un pays sérieux, avec un gouvernement, toutes les structures sont en place. Il y a un problème aussi grave. D'abord, il n'y a même pas d'enquête. Personne n'a été sanctionné. Alors que c'est une dizaine de morts. Sans compter les maladies donc, et que les gens ont contracté dues aux déchets toxiques. Aucune sanction. Le DG du port, il est resté à sa place. Il a même été promu. Le gouverneur du district d'Abidjan, Amondi, il est resté à sa place. Le DG de la douane, resté à la place. Le DG de Siapol, ils sont restés en place. Et vous encaissez 100 milliards pour la vie des gens. Ça, c'est un gouvernement responsable. C'est un président responsable que tu vas venir nous vendre ici. Mais tu devrais avoir honte. Je comprends pourquoi tu soutiens Ibrahim Traoré. Parce que ça, c'est un président, ça. Tu soutiens des gens comme ça. Tout simplement parce que tu es dans une prison de haine contre ceux qui sont au pouvoir. Mais ta haine va te détruire toi-même. Ça, je te le dis en même temps. Vous avez fait des bêtises comme ça en 2020. Quel est le résultat? Apprenez de vos erreurs. Ne faites pas comme un chant qui dit la plus grosse folie, c'est de répéter les mêmes expériences et espérer avoir différents résultats. Vous aurez les mêmes résultats. Vos cris, oui, on va faire ci, on va faire ça. Moi, vous dites on va faire ça, on va empêcher Alassane Ouattara. Je dis, dans un pays, avec des institutions qui fonctionnent, dans une république où il y a des lois, il y a une constitution, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de coup d'État, comment des individus peuvent s'opposer à une décision de justice ou à une décision donc du Conseil constitutionnel? Moi, c'est ce que je demande. Si ce n'est pas par l'insurrection, et puis quelqu'un a dit, ils feront l'insurrection. Il a dit ouvertement sur ce panel. Donc nous, comme de gros gaillards idiots, on va s'asseoir, croiser les bras, et puis un matin, vous faites votre insurrection. Frère, il faut te calmer. Voilà. Un pays se gère avec responsabilité. On ne peut pas s'asseoir là. Vous laissez faire la promotion de l'insurrection, et puis on va vous regarder. Faire parce que vous êtes trop fort, ou bien vous êtes les propriétaires de la Côte d'Ivoire. Mais vous vous trompez, frère. Vous vous trompez. Vous vous nourrissez d'illusions. Vous avez dit les mêmes bêtises en 2011. Vous avez que nous sommes Guy Robert. Il pense que nous sommes Guy Robert. Je te jure. Et puis j'entends, oui, Madame Simone Gbagbo, ils ont tiré ses cheveux. Gbagbo a été torturé. Ah bon? Guy aurait voulu être torturé. Rose Doudou, là, même si on avait arraché tous ses cheveux et qu'on l'avait laissé en vie, elle aurait été heureuse. Elle aurait été heureuse. Mais quand vous les avez attrapés, quel sort vous leur avez réservé? Dakouri Tablé Benoît aurait voulu être torturé comme Lida Kwasi aujourd'hui. Kamara H aurait voulu être torturé. T. Emile aurait voulu qu'on le jette en prison. Mais tôt ou tard, il allait sortir. C'est ça une république. Donc je ne dis pas que notre gouvernance elle est parfaite. Nous avons des choses à améliorer, toujours. Parce que la perfection n'existe pas dans ce monde. Mais je dis, notre gouvernance et la vôtre, vraiment, il n'y a pas de comparaison à faire. Et puis ce que je trouve sur le frère qui vient de chuter avec une grosse colère, tu ne peux pas
supporter... En 2 minutes après, il y a eu Ben Non, aussi tu ne peux pas me dire en 2 minutes. Le gars, il a parlé pendant 35 minutes. Donc, laisse-moi parler. Il faut laisser Kokora parler aujourd'hui, la soirée juste. Voilà, tu ne peux pas supporter. Là, ça fait le gars qui vient de chuter, là, le gars de l'AES, là. Mais il fallait lui dire de raccourcir son temps, puisqu'il a passé son temps à raconter des trucs. Donc, tu ne peux pas. Je peux comprendre que Wai ou bien quelqu'un d'autre, Urbain, vienne me parler de démocratie, mais toi, tu es le soutien numéro 1 sur TikTok de Assimi Goïta. Et puis, tu viens de me parler de démocratie en Côte d'Ivoire. Les partis politiques au Mali ont-ils le droit d'exercer? Aujourd'hui, le Premier ministre, Choguel Maïga, n'est-il pas en prison? Pourquoi tu n'en parles pas? Pourquoi tu n'en parles pas? Ou bien lui, ce n'est pas un homme? Ça dit, tu exiges des choses en Côte d'Ivoire, mais tes pays que tu soutiens, que tu considères comme des pays de référence en termes de démocratie, en termes de meilleure gestion, mais pourquoi tu n'en parles pas? Donc tu es incohérent. Et l'ambivalence, ce n'est pas une qualité. Et ça, je te le dis tous les jours. Mais tu fermes les oreilles, tu n'entends pas. Parce que tu es obnubilé par la prise des armes pour arriver au pouvoir. Tu es obnubilé par ça. Donc tu es un soutien de pushistes. Pourquoi est-ce que tu t'offusques quand on le dit? Moi, je ne menace personne. Tu as fait ton choix, tu l'assumes. Tu ne peux pas décider de soutenir des terroristes. Et puis quand on te rappelle cela, tu dis non, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous dites ça? Il ne faut pas avoir honte de ce que tu fais. Voilà. Il faut être sérieux dans la vie. Quand on fait un choix, on l'assume. Moi, j'ai choisi d'être RADP, je l'assume jusqu'à ma mort. Que ma voix soit bonne ou mauvaise, c'est mon choix. Et personne ne me l'a imposé. Personne ne t'a imposé le choix de soutenir les pays de l'AES. Mais il faut t'assumer. Il faut t'assumer. C'est ce que nous disons. Alors, donc, vraiment, il faut te calmer, cher frère. Voilà. Je n'aurais pas grand chose à dire parce que, bon, tu es revenu faire la même récitation, les mêmes bêtises, ils ont tout détourné, sans même nous citer des rapports sérieux qu'au la presse. En même temps que tu cites la Cour des comptes, mais cette même Cour des comptes, pourquoi elle n'a pas relevé donc les détournements qui ont été faits? Ce n'est pas dans le même pays? Voilà. Nous disons qu'il y a des choses à améliorer. Mais on a mis au moins en place des systèmes de contrôle, des taux d'auto-évaluation tels que la Cour des comptes, la haute autorité pour la lutte contre pour la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption. On a mis en place. Il y a l'inspection générale de l'État. On a même mis une justice spéciale en place. Donc, il y a le pôle pénal économique pour juger les voyous, les grands bandits à col blanc. Mais on ne peut pas prendre l'argent pour aller donner à des Chirac, prendre 300 milliards pour aller acheter usine de Fulton aux États-Unis et puis venir nous donner des leçons. Puis venir nous donner des leçons et nous dire que c'est la guerre. C'est une irresponsabilité. Et puis je le dis, vous savez, la gouvernance d'un pays, là, avant même de gouverner un pays, il y a un programme. Tu as un programme de sécurité et de défense. Mais quand vous prenez la parole, oui, on nous a attaqué. Quand on t'a attaqué, toi, tu fais quoi à l'armée? Surtout que votre ministre de la Défense, Lida Kwasi, on dit que c'est le plus grand stratège militaire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pour que ceux qui ont fait la guerre, la rébellion, c'est des sergents ou des caporaux, mais qui ont fait fuir des généraux. Mais parce qu'ils n'étaient même pas équipés. Gbagbo a dit des petits caporaux. Gbagbo dit des petits. Il a dit des petits caporaux qui se promènent. Il faut arrêter. Les gens veulent. Vas-y, Kokora. Il dit il y a des petits caporaux qui se promènent comme chez Obukina. Nous, on voit leur dos. Et puis ces petits caporaux-là viennent couper le pays en deux, prennent 60% du territoire, faire fuir tes généraux, sortir de Saint-Cyr, et puis tu viens encore diriger ce pays-là. Ouais, il faut te calmer. Quand je dis que Gbagbo ne peut pas marcher, mais vous-même, vous voyez l'état dans lequel le monsieur se trouve. C'est une réalité. Pourquoi vous voulez cacher le soleil avec la main? Il n'est pas né comme ça, il a vieilli, donc il est fatigué. Donc je dis, dans cet état de grosse fatigue, il ne peut pas diriger un pays. Là où il avait 55 ans, il n'a pas pu protéger le pays. Et puis à 80 ans, avec une situation difficile, parce qu'il a fait la guerre, il a perdu la guerre, il est allé à la CPI, parce que s'il avait reconnu sa défaite très tôt, mais il n'aurait pas eu tous ces problèmes. Non, c'est sa propre faute. S'il a envie même qu'il dise merci à Alassane Ouattara, comme je l'ai dit, sinon, si c'est lui qui avait pris Alassane Ouattara, on ne serait pas en train de parler de lui. Vous lui aurez donné la mort. La preuve, tous ceux qui partaient au Golfe, mais ils étaient arrêtés et assassinés. Donc on ne peut pas donner des leçons aux gens, frère. Il faut arrêter un peu. Donc j'ai dit, quel était le programme sur la sécurité de la Côte d'Ivoire sous Gbagbo? Quel était son programme? Quel était son plan? Pour mettre en place donc un système de sécurité solide. Rien. Vous avez joué avec ce pays. C'était de la négligence.
Donc, après avoir connu ce gros échec, tu ne peux pas aujourd'hui venir réclamer, même si tu réclames, mais ça doit être dans échec. Voilà, avec ce Digba échec, tu ne peux pas venir aujourd'hui, tu n'es même pas sur la liste, tu as été condamné. Pour la fermer, hein. Voilà, tu as été condamné. Donc tu ne peux pas être candidat dans notre pays. Les lois de notre pays sont là. Et puis non seulement toi-même là, tu n'es même pas sur la liste électorale. Et puis c'est toi qui t'opposes à la candidature de l'autre. J'ai dit, vous avez le droit de dire Alassane Ouattara ne peut pas être candidat. C'est votre droit le plus absolu en tant que citoyen. Clarisse, Zasso et moi, pas limité. Zasso et moi, Zasso et moi, notre droit aussi, c'est de dire qu'Alassane Ouattara est candidat. Et Alassane Ouattara a le droit de dire qu'il est candidat. Quand nous tous, nous avons réuni nos droits, il y a une institution qui tranche. Elle s'appelle Conseil constitutionnel. Notez ça sur vos feuilles. Et je dis, si nous tous, nous respectons la décision du Conseil constitutionnel, il n'y a pas de problème. Mais s'il se trouve des bandits qui pensent qu'ils sont trop forts et qui vont s'opposer à la décision du Conseil constitutionnel, à partir de ce moment, ils rentrent dans une rébellion. Parce que la définition de la rébellion, c'est la remise en cause des autorités. Envoyez les cadeaux aussi au panel. Voilà, les envoyez les cadeaux, tapoter, Kokora, on va les mater. Envoyez les cadeaux au panel aussi, les abonnés de enseignants de Kokora, là. Vous oubliez le panel. La rébellion, c'est la remise en cause. C'est la remise en cause des autorités établies. À partir du moment où le Conseil constitutionnel rend une décision, et si vous vous opposez à ça pour créer une insurrection, c'est une rébellion. Et par principe, toutes les rébellions se matent. Tu n'as pas réussi à mater la rébellion, c'est à tes risques et périls. Tu as échoué. Voilà. Comme Gbagbo a échoué en 2002, a fait face à une petite rébellion, composée de caporaux, comme lui-même le dit, face à des généraux. Et lui-même l'a dit à Paris, j'ai pas gagné la guerre, donc j'ai fait des compromis. Il a perdu la guerre. Voilà. Il a été suffisamment faible. Et nous disons à Ouattara de tout mettre en œuvre pour ne pas échouer. Parce que si vous réussissez à vous imposer au Conseil constitutionnel, ça veut dire qu'on a échoué. Et nous allons assumer notre échec. Donc je vous dis, autant vous vous préparez à faire la bagarre. Il y a d'autres aussi qui sont en face, qui sont prêts à faire la bagarre. Tu nous dis de commencer maintenant. Non, ce n'est pas nous qui avons annoncé la bagarre. Hein. Tu ne peux pas annoncer la bagarre et puis toi-même venir crier, on te menace. En annonçant la bagarre, toi tu ne menaces pas les gens. Donc tu penses que toi tu as le droit de menacer et puis les autres n'ont pas le droit de réagir parce que tu es qui? C'est dans les pays de l'Est que vous avez le pouvoir. Hein. Sinon ici là, c'est la démocratie. Ici c'est la liberté d'expression. C'est les plateaux télé qu'on organise avec des débats contradictoires où des gens peuvent venir dire Alassane Ouattara est despote. Il descend, il prend sa voiture, il s'en va à la maison. Au Burkina Faso, il faut dire qu'Ibrahim est despote. Si tu as pu sortir, c'est que toi-même tu es fort. Donc là, je ne vais pas être plus long que ça. J'ai suffisamment parlé. On a eu le débat. Je remercie les frères donc, qui ont tenu aussi le débat. Il faut que nous soyons tous prêts à mener le débat dans la courtoisie parce que nous sommes tous frères. La Côte d'Ivoire, c'est notre propriété, c'est notre héritage. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus ivoirien que l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus méritant en termes donc de droits. Nous avons tous des droits. Et il faut qu'on respecte nos droits dans les limites de la loi. C'est ce que nous disons. Mais s'il y a des gens qui pensent qu'ils sont des zozos, ils sont trop forts parce qu'ils ont réussi à déstabiliser l'Afrique de l'Ouest, mais la Côte d'Ivoire sera votre terminus. C'est par là que je m'arrête et puis je vous dis bonsoir. Merci à Zasso et merci à Clarisse. Avant de partir, attends, il ne s'en va pas pour prendre son droit de réplique. Il ne s'en va pas pour répondre 2-3 minutes. Non, ça fait 3 heures. Non, je ne vais même pas parler même. C'est juste pour laisser un message. Comme merci. Merci. Hubert va parler vraiment. Clarisse, Clarisse, juste, excusez-moi, juste en quelques secondes. Ça fait 3 heures de temps que j'attends. Non, je vais juste... Clarisse, franchement, Clarisse, est-ce que je peux te remettre un message? Clarisse, et sans répondre. Clarisse, est-ce que je peux te... Je ne peux pas répondre. Je vais juste dire un petit message de quelques secondes à Clarisse. On va réagir également. Oui, bien sûr, mais on s'en va. Oui, Clarisse, je vais juste te dire, en fait, comme le monsieur qui parlait est descendu, je vais te laisser des messages. Vas-y, il est en bas. Encore je vais prendre ma prise de parole, parce que en fait, les autres n'ont pas parlé, mais je vais te laisser des messages, parce qu'il a beaucoup menti, et je vais te donner ces preuves-là, tu vas transmettre, en fait, à ses amis. Mais c'est son habitude, de fuir. Mais je vais quand même sortir ces preuves, parce qu'il a beaucoup menti, mais à ma prise de parole, je vais sortir ses mensonges.
D'accord, merci. Ah, Hubert, vas-y, parce que tu es vraiment... On est un peu déçus hein, que Kokora ait fait comme ça, c'est vraiment surprenant. Ah, il a Ok, Kokora bon. dans le C'est panel. logique, c'est logique. Il connaît. il sait. Donc, une motion. Nous sommes là. Hubert, vas-y. Ahmed, s'il te plaît, tu vas Merci, parler. merci Clarisse. Je voudrais ici saluer tout le monde. Hein. Ça, effectivement, ça fait 3 heures que j'attends, mais bon, je pense que c'est pas bien grave. Le débat est là, il est lancé. Et quand on écoute Kokora et même Zasso, hein, on a l'impression qu'il nous faut dire aux Ivoiriens de commencer à faire leur valise, hein, parce qu'effectivement, ils ont déjà barricadé le pays. Ils ont tout pris, ils ont tout fait. Il est dans le live, vous avez mis... Voilà, mais bon, il va écouter parce que j'ai beaucoup à lui dire. Bon, c'est dommage qu'il soit descendu parce que la pertinence d'un propos là. Ouais, non, mais moi-même, je suis content que tu sois là, Zasso. La pertinence d'un propos là ne se traduit pas par la longueur du propos. Hein. On peut être très, très pointueux et puis voilà, tout en n'étant pas extrêmement long. Mais j'ai entendu tellement de choses, j'ai pris beaucoup de notes. Hein. Je me demande si je pourrais parcourir toutes ces notes-là, mais je vais faire l'effort d'être le plus succinct possible. Quand j'ai écouté les uns et les autres, bon, je pense qu'on a le droit d'être découragé. Parce qu'aujourd'hui, notre pays a à sa tête un président qu'on peut qualifier de prestidigitateur. C'est-à-dire qu'il arrive à lire en avance les sentences. Le président de la République donc disait à Soro qu'il serait condamné à perpétuité. Bon, il a été condamné à perpétuité. Le président de la République aujourd'hui, on va dire, est celui-là qui donne les autorisations pour que des jets atterrissent. Mais au-delà, quand on regarde notre justice, mais je pense qu'il faut aller dans le vif du sujet. Est-ce que c'est bon qu'une justice puisse condamner par contumace quelqu'un que cette même justice l'a envoyé à la haie? Et puis, on a des gens qui ne condamnent pas cela. Il y a des gens qui trouvent cela normal. Et quand on parle, bon, on dit, bon, allez circuler, il n'y a rien à voir. Quand on a un pays, comme Kokora le disait, c'est un pays, c'est notre pays à tous. C'est pourquoi une justice, là où elle est, il faut la condamner. On ne peut pas accepter qu'en 2025, un président ou, je ne sais pas, une justice puisse envoyer un commissaire de justice au domicile à Yopougon pour vérifier, on est venu voir si le président Blé Goudé est là. Donc, la justice de Côte d'Ivoire ne sait pas qu'elle a envoyé le président Blé Goudé à la haie. Et c'est suite à cela qu'il est condamné par contumace. Et aujourd'hui, il ne peut pas bénéficier de ses droits civils. Et Zasso est là, il est fier de ça. Mais il devrait condamner cela. Zasso qui hier, aujourd'hui, disait que non, on n'avait pas de justice hier, mais on a une justice aujourd'hui. Mais il devrait plutôt condamner cela. Mais je vais aller sur le volet économique, puisque ça m'intéresse beaucoup. J'ai entendu tellement de choses, mais c'est ce volet-là qui moi, principalement m'intéresse. Le président de la République, mais avant qu'il prenne le pouvoir, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que lui, lorsqu'il viendra au pouvoir, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de plus de 20 ministres. Mais aujourd'hui, le gouvernement de Côte d'Ivoire compte 34 ministres. Je dis bien 34 ministres, sans compter les ministres gouverneurs. Un échec total. Parce que la fiabilité, lorsqu'on dit quelque chose, là, le bilan, c'est quoi? Je promets. Et puis, au moment à la fin, on essaie de voir, j'ai promis ça. Est-ce que j'ai pu réaliser ce que j'ai promis? Voilà le bilan. Il promettait des milliers de kilomètres de route, des milliards par région. Est-ce qu'on peut faire le bilan? Est-ce qu'on peut faire le bilan? Il y a Kokora qui parlait tout à l'heure des indicateurs qui étaient tous ouverts. Mais est-ce que Kokora sait que la liste grise, est-ce qu'il sait ce qu'on appelle la liste grise au niveau des pays à haut risque en matière de blanchiment d'argent et de financement des terreaux? Est-ce qu'il sait ce qu'on appelle? Parce que le 10 juin 2025, suite aux recommandations donc, du groupe d'action financière, ce que nous appelons GAFI, la Côte d'Ivoire a eu l'immense honneur d'apparaître sur cette liste-là. Mais tenez-vous bien, sur cette liste-là, on a d'autres pays, hein, le Liban, le Burkina Faso. Donc, on peut condamner des pays à côté de nous, mais il faut aussi applaudir lorsqu'on commet donc l'exploit d'être sur cette même liste-là que ces pays que nous condamnons là. Voilà. Et cette liste crise-là dit quoi? Que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays à haut risque. Je dis bien haut risque en matière de blanchiment d'argent. Donc, comment est-ce qu'on peut produire de la richesse et être en même temps des champions dans le blanchiment d'argent? Voilà des questions qui valent la peine de poser. Donc, aujourd'hui, on peut venir nous dire, effectivement, la Côte d'Ivoire a un budget de plus de 15 000 milliards. Mais ce que les gens ne disent pas, mais c'est que 50% de ce budget-là est financé à base de crédit.
Parce que les recettes budgétaires sont autour de 7 600 milliards. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi de finances 2025 qui le dit. Mais non seulement ça, nous avons des institutions budgétivores qui n'ont même pas lieu d'exister. Je vais vous donner quelques exemples. Nous avons la Chambre des rois et des chefs traditionnels. Cette chambre-là coûte à l'État de Côte d'Ivoire 5 milliards 478 millions. Je vous prends encore la grande chancellerie qui coûte à l'État de Côte d'Ivoire 3 milliards 256 millions. Le médiateur de la République, 8 milliards 422 millions. Mais quand vous regardez le médiateur, lui, son rôle, c'est de quoi? C'est de réconcilier les Ivoiriens. Mais est-ce que la chambre des rois et traditionnels, chefs et traditionnels de Côte d'Ivoire ne peut pas le faire? Quelle est l'utilité d'avoir un médiateur lorsqu'on a une chambre de rois? Parce que ces rois et chefs traditionnels-là sont les garants de nos traditions. Est-ce qu'ils ne sont pas en même et à mesure de pouvoir résoudre tout conflit? Voilà cette multiplicité d'institutions qui en fait encourage cette gabegie financière. Mais regardez, tenez-vous bien, quel est le budget alloué à la CEI en cette année 2025? Le budget alloué à la CEI est de 96 milliards 674 millions. Je voudrais bien que Kokora monte ici et qu'il nous explique comment est-ce possible que 27 milliards qui ont été alloués pour la RLE en 2025 n'a pas été réalisé. Où cet argent-là ira? Dans la poche de qui? Tout ça, là, Hubert, tout ça, le président de la CEI. Mais il faut fermer ton micro. Pardon. 9 milliards de fonctionnement de la CEI, des CEI locales. 6 milliards de fonctionnement seulement pour l'administration, c'est-à-dire Kouibia et ses vice-présidents. Mais quand vous avez à la charge de conduire notre pays vers des élections crédibles et inclusives, avec autant de milliards, la moindre des choses que nous vous demandons, c'est d'être conséquent envers vous-même, de ne pas dire une chose et son contraire, de ne pas planifier avoir une RLE et venir dire que la RLE ne pourra plus se faire. Mais mieux, que dit cette même loi de finances en son article 6? Le président de la République dispose d'autorisation d'engagement, c'est-à-dire que lui seul peut disposer, comme il le veut, de 3 793 milliards. Et je le dis, c'est la loi de finances qui le dit. Mais qu'il monte sur le panel nous expliquer à quoi cela répond. Pour des dépenses d'investissement, j'espère que Zasso, tu seras à même de me répondre. Il faut prendre note de ces informations que je te donne là. L'article 6 de la loi des finances dit ça. 3 793 milliards que le président dispose. Bon, ce n'est pas une nouveauté, parce que ce même président en 2017 bénéficiait d'un budget de souveraineté de 342 milliards, 6 milliards. Depuis lors, bon, on n'entend plus parler du budget de souveraineté. Mais on ne peut pas avoir de tels nombres de milliards, de nous faire croire une pluie de milliards, et en même temps, ne même pas pouvoir contrôler ces milliards-là, être présent sur des listes, dit-on, de blanchiment d'argent, ne pas pouvoir contrôler parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui c'est 1400 milliards dans la corruption. D'accord? Le fonds d'entretien routier, mais c'est 100 milliards de scandales. Mais je vais aller même plus loin. Zasso, en 2013, le président de la République lui-même, il a fait la pose de la première pierre de la gare internationale d'Adjamé. Je te mets au défi, Zasso, de me montrer où se trouve cette gare à Abidjan aujourd'hui. Elle n'a jamais existé. La gare internationale d'Adjamé, pour un budget de 47 milliards, le président en 2013 posait la première pierre. Où est cette gare-là aujourd'hui? Aujourd'hui, le service de la dette représente 26% des dépenses totales de budget de l'État. 26%, tu t'en rends compte? C'est 4121 milliards. C'est-à-dire que dans notre budget, là, on prend 4121, pas pour rembourser la dette, hein, mais pour rembourser, c'est-à-dire les effets de cette dette-là. Mais c'est terrible. Mais c'est terrible. Mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on se demande à quoi devons-nous nous attendre. C'est plus de 40 000 milliards de dettes. Mais quand on parle de ça, les gens viennent nous parler de ponts et de routes. Les gens viennent nous parler de construction mais est-ce qu'on peut faire le bilan? Il y a quelqu'un qui l'a rappelé. Vous avez construit combien de routes? Faites-nous le bilan. Mais en plus des routes que vous construisez, vous mettez des péages. Il y a quelqu'un qui a dit 3 péages, mais c'est pas vrai. Entre Abidjan et Gagnoa, c'est 4 péages. C'est 4 péages, je vous le dis. Entre 2 villes contiguës de 34 km, vous avez trouvé, c'est-à-dire la grande intelligence de mettre un péage entre Divo et Lakota, par exemple. Mais ça répond à quoi? Mais on gouverne, c'est pour le peuple. Quand on gouverne, mais c'est pour atténuer, c'est pour répondre aux besoins du peuple, c'est pour donner du travail à la jeunesse, mais c'est pour subvenir aux besoins du peuple. Mais vous ne pouvez pas, non seulement aujourd'hui, le kilo de viande, en 2010, le président nous disait 700 et quelques, 1000 et quelques, c'est la guerre, mais aujourd'hui, est-ce qu'à Abidjan, le prix du kilo de viande,
de bœuf, c'est combien? Mais c'est plus de 4000 francs CFA. C'est comme ça que vous avez donc allégé le coût de la vie à Abidjan. Abidjan, comment est-ce qu'on peut se loger? Vous êtes allé, vous avez dit, on ne parle plus d'Abidjan, mais on parle du Grand Abidjan. Mais pendant qu'en 2011, le président de la République envoyait le ministre Tano à Yamoussoukro pour qu'il puisse faire l'état des lieux, pour voir dans quelle mesure le transfert de la capitale pourrait être effectué. Mais est-ce que ce transfert de la capitale, depuis 2011 à 2025, a pu voir le jour? En 3 mandats, il n'a pas pu mettre ça en pratique. Mais voilà des sujets qui nous intéressent. Voilà des sujets. Vous nous parlez aujourd'hui, bon, Gasso, je te l'apprends, hein, en termes de prévision de croissance, on va passer bientôt en 2025 une prévision de croissance à plus de 10 chiffres, à plus de 2 chiffres, pardon. C'est-à-dire à plus de 10%. À plus de 10% aujourd'hui, pour l'année 2025. Mais comment vous pouvez expliquer que nous effectuons d'année en année de tels bons de croissance sans que cela ne se répercute dans l'assiette du citoyen? Mais mieux, non seulement l'Ivoirien n'arrive plus à manger, mais il n'a même plus le droit de dormir. Parce que lorsque l'Ivoirien, dans sa faim, décide d'aller dormir, mais non, vous décidez d'aller casser ses maisons. Mais ce n'est pas Banco 2 qui me dira le contraire. Parce que nous avons vu des gens, des citoyens qui avaient des titres fonciers, qui avaient des certificats, mais qui ont vu leur domicile cassé, sans dédommagement. Jusqu'à ce que le président de la République lui-même sorte pour dire qu'il faudrait que ce déguerpissement ait un visage humain. Mais comment comprendre qu'on peut demander à des humains de déguerpir d'autres humains avec un visage humain? Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez même plus de compassion pour le peuple. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus de considération pour le peuple. Parce qu'aujourd'hui, vous vous êtes tellement mis plein les poches que pour vous, que peut valoir la vie d'un Ivoirien? Dans ce pays-là, pour la première fois depuis sa création, depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, nous avons vu des Ivoiriens dormir dans des cimetières. La dernière fois, Ahmed maladroitement a essayé de m'apporter la contradiction. Ces Ivoiriens-là sont encore dans les cimetières. Mais même s'ils ont fait une nuit, tu dois t'indigner. C'est quelque chose que vous avez fabriqué. Même si des Ivoiriens ont eu à faire une seule nuit dans des cimetières, tu dois t'indigner. Parce que le président de la République, lorsqu'il venait, il promettait quoi? Un Ivoirien, un toit. Il ne promettait pas un Ivoirien, une tombe. Zasso, quand le président prenait le pouvoir là, il n'a pas promis un Ivoirien une tombe. Il a promis un Ivoirien un toit. Mais en lieu et place aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir les logements sociaux là coûtent combien? On nous dit aujourd'hui, on nous présente des logements sociaux à plus de 50 millions. C'est ça le social? Pendant que le président lui-même, dans ses promesses de campagne, disait 25 000 francs par mois pendant 25 ans pour être propriétaire. Mais aujourd'hui, où en est-on? Aujourd'hui, où en est-on? Après 15 ans de pouvoir, on nous dit que la Côte d'Ivoire a pu donner du travail à 1 million. Mais qu'est-ce que le président promettait aux Ivoiriens? Zasso, il promettait combien? Plus de 50 000 emplois, sinon 1 million d'emplois, mais c'était par année. Il avait promis avoir 5 mandats. Donnez-moi 5 mandats pour que je change la Côte d'Ivoire. Il en a eu 15. Il promettait à la Côte d'Ivoire l'émergence à l'horizon 2020. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Est-ce que la Côte d'Ivoire est émergente? Zasso. Mais je vais te répéter ces 2 questions-là parce que je voudrais que tu m'apportes des réponses claires et précises et puis je vais chuter celui-là. Je dis, Zasso, que l'article 6 de la loi de finances dit que le président de la République dispose d'une autorisation d'engagement qui s'élève à 3 793 milliards pour les dépenses d'investissement. C'est-à-dire que le président de la République peut disposer de ces fonds à souhait. Je veux que tu m'apportes le détail. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que dans une république, c'est normal? Et je voudrais que tu puisses me dire où est passé donc cette gare internationale, d'accord, d'Adjamé. Parce que le président lui-même s'est déplacé, il a posé la première pierre. Ça, c'était en 2013. Nous sommes en 2025. 12 ans après, nous n'avons même pas vu cette gare-là sortie de terre. Tu dois t'indigner. Mais lorsque nous parlons des gens qui dilapident les fonds, mais on ne peut pas être d'accord avec cela. Même si tu es au pouvoir aujourd'hui, Zasso, mais le fonds d'entretien routier, c'est 100 milliards. Ces 100 milliards là, quelles ont été les sentences? Mais je ne veux même pas parler du scandale des passeports. Parce qu'on nous dit que dans toute la Côte d'Ivoire, ce n'est même pas 1 million. Mais on est tous témoins de cela. Mais non seulement ça, vous avez réussi à mettre à plat notre diplomatie. Mais mieux, la diplomatie, c'est un autre volet. Mais moi, ce qui m'écoeure le plus, c'est le cœur d'une nation, savez-vous, voyez-vous, c'est l'éducation. Mais lorsque la ministre Kandia Camara, pendant une décennie, a dit que nos élèves, nos enfants, n'avaient pas besoin de dicter, qu'ils pouvaient avancer, ils pouvaient aller passer d'une classe à une autre classe, parce que le plus important, c'était le son
D'accord, mais c'était pas, la dictée a été supprimée. Mais quand 10 ans après, nous... Pardon, faut quitter en 2 minutes, hein. Voilà, D'accord. Quand 10 ans après, j'ai entendu 3 heures de temps, hein, Clarisse, mais bon, c'est pas bien grave, je vais me plier. Donc, quand 10 ans après, d'accord, je vais chuter. Quand 10 ans après, non, Zasso, c'est moi qui ai dit que la pertinence d'un propos ne se traduit pas par la longueur de ce propos-là. Donc, je vais chuter. Je dis, quand 10 ans après... Vous avez un événement là. Oui, quand 10 ans après, je vais finir par ça, Clarisse, merci. Quand 10 ans après... Quand 10 ans... Zasso, ferme ton micro, s'il te plaît. Quand 10 ans après, la ministre aujourd'hui vient, Marietou, et dit qu'il faut changer, qu'il faut faire... Mais moi, j'ai envie de demander Zasso, mais c'était sur quelle base l'étude avait été faite pour que vous puissiez détruire notre système éducatif pendant 10 ans? Vous avez supprimé les dictées, vous avez détruit notre système éducatif, et 10 ans après, vous venez, vous dites non, il nous faut remettre tout ce que nous avons décidé de détruire là. Et puis maintenant, on remet la dictée, on remet des moyens de passage à classe supérieure, on remet des examens. Mais sur quelle base avez-vous fait? Voilà, aujourd'hui, nous menons des actions en place et puis après, on se rend compte, c'est-à-dire c'est de l'amateurisme au sommet de l'État. Permettez-moi de le dire. Parce que lorsqu'on met une politique pendant une décennie, c'est-à-dire que pendant 10 ans, imaginez-vous 10 ans, c'est-à-dire l'élève qui était au CP aujourd'hui au lycée, mais vous avez détruit des générations. Et vous venez du jour au lendemain, vous ne donnez même pas aux Ivoiriens, n'expliquez pas aux Ivoiriens le pourquoi, vous remettez les choses. Mais voilà ce qu'a été la gouvernance du président Ouattara. Tant au volet judiciaire, sur le plan économique, que même sur le plan social, parce que j'ai parlé un peu de ces trois volets-là. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons que sa Côte d'Ivoire a besoin de renouveau. Parce que vous avez montré que vous avez été incapable de gérer le pays. Mais c'est le président de la République qui disait, lorsque tu as été incapable de gérer, mais tu libères le pouvoir. C'est le président de la République qui disait que lorsque tu as été incapable d'apporter la réconciliation à ton pays, mais tu libères le pouvoir. Mais aujourd'hui, lorsque nous parlons sur ces panels-là, vous voyez les positions figées. C'est à croire que la Côte d'Ivoire est en train de partir vers un autre 2010 bis. Est-ce qu'on peut dire vraisemblablement que le président a pu réconcilier les Ivoiriens? Non, il a échoué. Et lui-même, il a dit, quand on échoue, mais on quitte le pouvoir. Moi, je voudrais que tu puisses, avec moi, demander au président Ouattara de pouvoir... c'est-à-dire mettre un terme et passer le flambeau. Parce qu'effectivement, il a montré ses limites. C'est pourquoi, et pour tous ceux qui voudraient savoir ce que le COJEP véritablement propose, parce qu'on entend beaucoup de choses sur le COJEP, son président, voilà, nous restons fidèles à notre logique. C'est-à-dire à notre idéal, c'est le combat au menu, le combat des idées. Parce que nous critiquons et nous proposons. Tu as vu, Zasso, tout ce que je t'ai parlé là, tu as vu, c'est des chiffres, c'est des articles, c'est des démonstrations. Mais je peux en même temps t'apporter les solutions parce que nous sommes organisés. Nous ne disons pas des choses pour le dire. C'est pourquoi j'invite tous les Ivoiriens, plus de 1200 qui sont sur ce panel-là, que le 30 août, le COJEP nous ouvre ses portes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un débat, a besoin d'un renouveau politique. Parce qu'aujourd'hui, là, regardez, c'est parce que des gens se permettent de vous donner des pains et sadiques qu'aujourd'hui, ils peuvent vous donner des t-shirts et puis pour vous n'avez rien à dire parce qu'ils vous ont donné. C'est la main qui donne et la main qui ordonne. La main qui donne et la main qui ordonne. D'accord? La main qui demande et qui est tendue est toujours tendue et en dessous. Aujourd'hui, les Ivoiriens doivent comprendre qu'au-delà de la politique, nous avons besoin de remettre la population au centre du débat. Il est important aujourd'hui, il est même impérieux que les populations ivoiriennes puissent comprendre que c'est lorsque vous allez imposer votre volonté aux politiciens qu'ils vont comprendre qu'ils ont un devoir de redevabilité. Parce qu'aujourd'hui, regardez tous ces scandales. Mais qui est-ce qui est venu aujourd'hui dans un débat vous apporter les preuves ou des justifications? Mais au contraire, on vous dit qu'ils vont passer en revue un meeting pour voir et pour choisir ceux qui ont dit petit bouki. Et ils vont pouvoir vous convoquer parce que vous avez eu à dire des bouki. Mais aujourd'hui, là, nous avons besoin d'un renouveau politique. Nous avons besoin que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens puissent mettre en mission leur leader. C'est pourquoi nous, au COJEP, nous disons que nous remettons le débat au centre, c'est-à-dire la population. Vous allez venir, vous allez comprendre ce que c'est véritablement le COJEP. Quelle est l'histoire du COJEP, mais au-delà, qu'est-ce que le COJEP porte comme projet? Qu'est-ce que le COJEP porte comme valeur? Je vais t'écouter tout à l'heure, permets-moi de chuter. Qu'est-ce que le COJEP porte comme valeur? Et comme ça, vous pourrez vous faire votre propre idée. Parce que c'est ensemble que nous allons choisir et nous allons changer ce pays-là. Nous ne demandons pas forcément aux militants de venir. Mais toi, Ivoirien qui m'écoute, qui est simplement curieux de savoir ce que
a le COJEP pour toi, ce que regorge le COJEP comme projet dans sa besace, mais je t'invite ce 30-là. Ça sera à l'espace Jean-Paul II de Yamoussoukro, à partir de 8 heures. Pour ceux qui sont à Abidjan, vous pouvez vous rendre dès maintenant au siège du COJEP, 6 à Angré, terminus 81. C'est des événements comme ça qui rentrent dans l'histoire d'une nation. Parce que c'est une première. Aujourd'hui, nous allons quitter le débat des casquettes politiques et nous allons mettre nos leaders en mission. Mettre nos leaders en mission. Politique dont nous rêvons pour la Côte d'Ivoire. C'est cette nouvelle classe de politique que nous voulons. Parce que la Côte d'Ivoire, là, des générations en génération, l'autre vient, il s'assoit, il bouffe et il part. Une autre génération vient, il bouffe et il part, il dilapide les fonds sociaux. Ils sont arrivés aujourd'hui à confondre les biens publics avec leurs biens personnels. Il faut que cela prenne fin. Merci. Donc, Zasso, je veux que tu me répondes. Les 3 793 milliards dont le président dispose là, c'est à quelle fin? Et où sont passés les 47 milliards de la gare internationale d'Adjamé? 47 milliards de la gare internationale d'Adjamé. Voilà, 47 milliards de la gare internationale d'Adjamé pour la première pierre qui a été posée en 2013 par le président de la République. Où est passée cette gare-là? Merci. Urbain, je peux faire une motion? Faut faire ta motion, on va donner la parole. Ok. Il fait nuit. Président, je voulais savoir qui sera votre candidat, puisque Blé Goudé Charles est frappé par une décision de justice. Quand tu me poses cette truc-là, tu trouves que la décision, il faut déjà condamner cette décision de justice-là. Qu'est-ce que tu penses de cette décision de justice? Est-ce qu'elle est normale? Ouvre ton micro, réponds-moi. Est-ce que tu trouves normal qu'une justice envoie quelqu'un à l'AE et puis cette même justice-là décide de prendre un commissaire de justice pour aller voir... Ahmed, pardon, ferme ton micro. Et cette même justice-là envoie un commissaire de justice pour aller chercher le président Blé Goudé à Yopougon. Mais la justice, tu m'excuses, mais c'est décrédibilisé sur ce coup-là. Mais tu devrais même avoir... Prenez, vous le mettez dans un avion, vous l'envoyez à l'AE pour qu'il puisse avoir un procès. Et pendant ce temps, vous prenez, vous envoyez un commissaire de justice aller pour lui porter une convocation à son domicile à Yopougon. Mais comment on peut être incongru? Et tu montes sur un panel où il y a plus de 1000 Ivoiriens qui t'écoutent et tu me poses la question, quel est notre candidat? Nous combattons d'abord pour que cette justice-là puisse être une réalité en Côte d'Ivoire. Il faut combattre, il faut dénoncer l'injustice. Si je t'aurais répondu, Zasso, je t'aurais répondu si tu avais commencé par dire que je trouve que cette décision-là est injuste, mais quel est votre plan B? Mais tu ne condamnes pas et tu me demandes. Il faut commencer déjà par condamner. Tu ne peux pas voir une injustice et passer, te taire sur cette injustice-là. Mais ça veut dire que tu es d'accord avec ça. Et puisque tu es d'accord avec ça, moi je me réserve le droit de ne pas te répondre. Ça, pourquoi je vais combattre ça? C'est une décision de justice. Pourquoi toi tu veux que je combatte ça? Bon, tu as ta réponse alors. Merci. Il y a Wahi qui n'a pas parlé. Eux s'en veulent rebondir rapidement. Hubert, tu as fini, c'est bon? J'ai fini. J'attends qu'il me réponde sur mes questions là, lorsqu'il aura son tour de parole. Merci. Pardon, faut te calmer. Tu as déjà 2 personnes. Laisse, s'il te plaît. Ensemble, tu voulais rebondir rapidement. J'attends quand je prendrai la parole. Merci. Hubert, c'est bon, tu as fini? J'ai fini, Clarisse, merci. Zasso, j'espère que tu as pris note. Hein. J'attends véritablement que tu répondes à mes questions. Merci, il va répondre. On s'en prend la parole. Ahmed, s'il te plaît, ici, il faut laisser nos invités vous parler. Ah, d'accord. C'est à moi de prendre la parole, ok. Vas-y. Ok. Rapportez, abonnez-vous. Un instant. Merci, Clarisse, pour la parole donnée. Je vais mettre les pieds dans le plat. J'aurais bien voulu que ton invité soit là, parce que il avait beaucoup dit. Vas-y, il est en bas, il doit avoir des occupations, donc il est descendu. Ok. Il avait dit beaucoup de choses qui étaient intéressantes, mais en fin de compte, il a parlé pour ne rien dire. Bon. Clarisse, j'ai un niveau, si j'ai un niveau, 3e quand même, mon niveau n'est pas médiocre, parce que lui, je ne connais pas son niveau.
Mais bon, moi, j'assume que j'ai un niveau 3e. Parce qu'avec mon niveau 3e, j'ai quand même donné des céphalées à ce monsieur. Alors, première des choses, est-ce que ici, quelqu'un peut me dire que Assimi Goïta est président à vie? Première des choses, qui peut me dire ici que Assimi Goïta est président à vie? Quelqu'un peut ouvrir son micro pour me répondre? Personne n'ouvre son micro. Ça veut dire que c'est un menteur, le monsieur qui est descendu. Il nous a dit ici qu'Assimi Goïta est président à vie. J'ai bien retenu. Assimi Goïta n'est pas président à vie. Il a dit aussi quelque chose de très important, que je soutiens les pays de l'AES et je soutiens le coup d'État. D'accord. Ok, je n'ai jamais caché le fait de soutenir les pays de l'AES. Mais il faut qu'ils comprennent quelque chose. Je suis ivoirien. Je n'ai jamais changé de nationalité. C'est la nationalité que j'ai depuis ma naissance. Je suis ivoirien. Donc, il y a les sujets de la Côte d'Ivoire et les sujets des autres pays. Ce que ce monsieur oublie, c'est que les autres pays sont souverains. La preuve, son gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement de M. Ouattara, reçoit des dons d'un pays dans lequel les femmes n'exercent pas les droits politiques. Ça s'appelle l'Arabie Saoudite. Quand ils vous donnent de l'argent, vous refusez? L'Arabie Saoudite, qui ne permet pas les activités des partis politiques, quand ils vous donnent de l'argent, est-ce que vous refusez? Vous acceptez? C'est parce qu'ils sont arabes ou bien ils ne sont pas noirs que vous acceptez? Ça s'appelle la souveraineté. Chaque État décide de sa politique qu'elle veut. Quand le général Robert Gueye a fait son coup d'État, vous avez refusé de participer dans son gouvernement? Le RDR, avez-vous refusé? Vous avez participé dans le gouvernement d'un militaire. Mais je vais aller même plus loin parce qu'on va parler dans le passé. On va revenir à Bouaké le 7 août. Quels étaient les pays qui étaient invités, s'il vous plaît? Deux personnes me disent les pays qui étaient à l'honneur lors de leur défilé militaire à Bouaké. Quelqu'un peut m'ouvrir son micro pour me dire, Le Gabon. Il y avait le Gabon et puis avec qui d'autre? Moi, c'est Gabon qui m'a choqué. Voilà. Il y avait le Gabon. La Guinée, je crois. Merci. Alors, la soeur qui vient de répondre là, la Guinée, le président là, quand est-ce qu'il a été élu? Le président de la Guinée, il a été élu quand? Il a fait un vrai coup d'État. Merci. Donc, ils vont nous dire que son coup d'État était sexy. C'est un coup d'État qui est différent des pays de l'AES. Peut-être le coup d'État des pays de l'AES, c'est un coup d'État broussard. Lui, c'est un coup d'État sexy. Qui peut me dire la date des élections en Guinée? Personne. Donc, vous voyez, je ne connais pas de coup d'État sexy. Un coup d'État est un coup d'État. Mais vous avez invité quelqu'un qui a fait un coup d'État. Vous condamnez quelque chose. Oui, par rapport à vous, par exemple, quand vous étiez à la télé, j'étais encore sur les bancs. Alors, quand vous étiez à la télé contre le débat Blé Goudé, je me rappelle, j'étais encore jeune, je vous regardais avec beaucoup de sourires. C'est pour ça que je dis vous êtes vieux. Alors, je reviens sur quelque chose. Bah, vous avez invité la Guinée, oui ou non, vous avez invité la Guinée, donc on va pas discuter. Le monsieur ici, il nous a dit quelque chose de très important. Il nous dit, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire fait partie des pays les plus... La Guinée n'est pas hostile à la Côte d'Ivoire, donc nous on va inviter. D'accord, donc en fait, ceux qui font les coups d'État qui ne sont pas hostiles à votre pays, vous les préférez. Bon, est-ce que ça, c'est logique de votre part? Bon, c'est à vous de voir, hein. Je sais pas. Je continue. Il nous a menti ici, il nous a dit, la Côte d'Ivoire est le pays le deuxième pays africain le mieux à noter. S'il est en bas, qu'il montre, qu'il sorte ses preuves. Je vais vous citer les pays. On a dit qu'au Mali, au Burkina, les droits de l'homme n'existent plus. Ce qu'il a dit, il a expliqué, il faut répondre à ça, on ne sait même pas ce que tu dis. Est-ce qu'à Guinée, les droits de l'homme et autres existent? C'est du français. Il y a un activiste guinéen, jusqu'aujourd'hui, qui... Je suis en train de... Attendez, voyez, c'est bon, écoutez, comme vous voulez. S'il te plaît. S'il te plaît, il faut laisser Ahmed parler. Pardon, s'il te plaît. Ok, je le laisse parler. Stop. Ahmed, vas-y. Comme tu veux parler. Peut-être que quand tu as fini, on s'en aura plus à dire. Vas-y. T'es là? Oui, je suis là. Voilà, donc, vous voyez, Hubert, tout le temps qu'on a écouté même Nsan, je pense que, vous voyez, par exemple, je l'ai toujours dit, les gens du PPACI, c'est des gens qui sont encore bloqués en 2010.
tout le narratif là, c'est ça. Mais ça fait combien d'années vous êtes sur le même narratif, rien ne change, mais vous êtes sur le même narratif. Évoluez un peu. Essayez d'actualiser votre narratif un peu. Ouais. Et puis tu trouves que Kokora te menace. Il n'y a aucune menace dans ce que Kokora a dit. Kokora a relevé ce que tu subiras si tu enfreins la loi. Si tu dis à un voleur, si tu voles, tu iras en prison, est-ce que ça c'est une menace? C'est pas une menace. Ça, c'est pas une menace, c'est juste une information. Mais quand des personnes, quelqu'un qui n'est pas sur la liste électorale, et que vous dites qu'il sera forcément candidat et qu'il n'aura pas un autre mandat pour le président Alassane Ouattara, mais sur quoi est-ce que vous comptez? Parce que les voies démocratiques qui s'offrent à vous là, mais vous les avez déjà tout épuisées. Qu'est-ce qui a changé? Vous avez organisé des meetings, vous avez organisé des marches. Vous avez tout. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour que quelqu'un qui n'est pas sur la liste électorale puisse être éligible? Mais par quelle magie? Mais quand vous le dites, mais on sait très bien de quoi est-ce que vous parlez. Parce qu'on ne faut pas nous dire quelle est la voie que vous espérez exploiter pour que le président Laurent Gbagbo soit sur la liste. Mais le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste depuis 2019. Mais qu'est-ce qui a changé pour qu'en 2025 il soit sur la liste électorale? Et puis quand vous continuez à dire qu'il sera forcément sur la liste électorale, mais vous comptez sur quoi? Vous comptez sur quoi? C'est pourquoi Kokora vous dit qu'il n'aura rien. Et puis il n'aura absolument rien. Parce que ce pays-là, il est dirigé. On n'est pas du temps de guerre Robert. C'est pas Laurent Gbagbo non plus qui est au pouvoir. C'est le président Alassane Ouattara qui est au pouvoir. C'est celui qui a pu instaurer la stabilité en Côte d'Ivoire pendant 15 ans. Presque 15 ans. C'est lui qui est au pouvoir. Lui qui a sécurisé la Côte d'Ivoire pendant 15 ans, c'est lui qui est au pouvoir. À un moment donné, si vous vous définissez comme des démocrates, à un moment donné, vous devez vous référer aux institutions du pays. Vous parlez de quatrième mandat, mais le problème du quatrième mandat ne se pose plus. Puisque ce débat a eu lieu en 2020, tout ce que vous racontez actuellement sur les panels là, ça a déjà eu lieu en 2020. Vous avez raconté les mêmes choses en 2020. Mais quand vous avez fini de raconter tout ça, le Conseil constitutionnel a statué. Vous voulez nous ramener encore le même débat de 2020. Mais à un moment donné, là, essayez d'évoluer dans le débat. Avec vous, là, le débat, il n'évolue pas. Et c'est ce qui est dommage. Et puis, j'entends Wahi voulant nous faire croire que donc, son président est le leader du multipartisme. Mais Kokora t'a répondu, mais je vais aller puisque tu as relancé en faisant une comparaison avec la lutte des indépendances. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Pour la lutte des indépendants, on a vu une lutte africaine, on a vu des leaders africains qui s'étaient mis ensemble, qui luttaient pour cette indépendance. Mais en 90, il y avait quelle lutte des opposants hein, pour arriver au multipartisme? C'était plutôt les bailleurs de fonds, eux, les pères fondateurs. C'était des exigences des financiers, de tous ceux qui finançaient. C'est pourquoi on est arrivé au multipartisme. Et puis le président Laurent Gbagbo là, il n'était pas le seul en 90, Kokora te l'a relevé. Et je vais te le répéter. Il n'était pas le seul en 90, on avait Zali Zaourou, on avait Francis Vaudier, on avait Bamba Morifere. Mais c'est parce qu'il, comme à son habitude, a trahi toujours ses compagnons. Il a trahi ceux-là parce qu'ils avaient décidé de ne pas aller à ces élections en 90 parce qu'ils estimaient que toutes les conditions n'étaient pas réunies par les élections. Mais le président Laurent Gbagbo allait aux élections. Et ce que vous reprochez à Kakabe là, c'est la même chose que le président Laurent Gbagbo a fait en 90. Et puis il allait aux élections contre Fouet. Donc arrêtez de nous faire croire que le président Laurent Gbagbo serait le père de quel multipartite. Et puis tu as joué deux vidéos. Tu as joué une vidéo du président Henri-Konan Bédié qui s'étonne d'être devenu au pouvoir qui découvre une dette. Mais c'est pour moi, intellectuellement, ouais, tu n'aurais même pas dû jouer cette vidéo. Mais le président Henri-Konan Bédié, il n'est pas quitté, c'est pas un militaire qui a quitté comme les Assimi et autres, qui étaient de nulle part pour venir au pouvoir. Le président Henri-Konan Bédié était dans le système. Le président Henri-Konan Bédié était ministre des Finances. Le président Henri-Konan Bédié était président de l'Assemblée nationale où passent tous les budgets. Où tous les budgets sont votés.
Donc le président Ali Kona Bédié est comptable de ce qu'il décriait. Et puis tu parles le président Laurent Gbagbo par rapport à la dette. Mais le président Laurent Gbagbo endosse donc sa gestion de 2000 jusqu'en 2010. Oh ben s'il ne l'endosse pas, il faut que vous choisissez. Parce que quand on parle de bilan de président Laurent Gbagbo, vous dites qu'il n'était pas le seul à gérer le pays. Et quand parfois on vous entend dire que bon, c'est lui qui a fait ça. Alors que ça s'est passé à la même période. Mais à un moment donné, il faut que vous choisissez. Soit vous endossez ou vous n'endossez pas. À un moment donné, il faut que vous choisissez. Voilà, parce que nous, ce qu'on a reproché donc au président Laurent Gbagbo, c'est son incapacité même déjà à sécuriser le pays. Donc tout le reste, on n'en parle pas. Parce que pour pouvoir développer un pays, pour pouvoir mettre en pratique ton programme de gouvernement, il faut d'abord au préalable pouvoir sécuriser d'abord le pays. Mais quand tu as échoué à ce niveau-là, on ne parle même plus de ce qui suit. Voilà, maintenant c'est vous qui voulez, lorsqu'on parle de sa gestion, vous nous ramenez toujours à la rébellion. Et puis vous voulez donc endosser donc la réduction de la dette. On sait tous comment est-ce que ça s'est passé. Maintenant, vous parlez de RLE. Mais il y a trop de mauvaise foi dans cette histoire de RLE. Il y a trop de mauvaise foi. Mais la dernière RLE, elle a eu lieu quand? En octobre. Elle a eu lieu en octobre. Elle est terminée quand? Mais ces millions d'Ivoiriens là, ils étaient où il y a moins de 7 mois? Ils étaient où ces millions d'Ivoiriens qui n'ont pas pu se faire inscrire? Ils étaient où il y a moins de 7 mois? Arrêtez cette mauvaise foi. Où étaient-ils? Mais parce qu'on ne peut pas comprendre. Au moment même de l'enrôlement, on signalait que les lieux d'enrôlement sont vides. Il n'y a personne. Il y a des lieux d'enrôlement même où il n'y a même pas pu enregistrer une seule personne. Il y a des lieux d'enrôlement où ils n'ont pas enregistré une seule personne. Et puis, dès que ça finit net, on demande une nouvelle RLE. Pourtant, vous savez très bien que le processus électoral, vous connaissez très bien le processus électoral. Et vous savez très bien qu'en 2020, là, le parrainage s'était fait sur la base de la liste provisoire que vous avez dénoncée. Et vous savez très bien qu'en 2025, là, le parrainage, là, ça se ferait sur la liste définitive. Vous le savez. Et vous savez aussi que dans la loi, là, c'est dit que la liste définitive, là, elle doit être prête 3 mois avant les élections. Ça, vous le savez. Mais c'est de la mauvaise foi concernant donc la RLE. Maintenant, vous critiquez cette liste électorale. Vous, le PDCI et le FPI, vous critiquez cette liste électorale. Je prends d'abord le PDCI. Mais le PDCI était en alliance avec le RDR. Ça blesse les oreilles. Faut enlever ce que tu as mis là. Micro bien quoi là. Ça pique dans les oreilles. Ok. Je prends donc le PDCI. Le PDCI, là, de 2010 jusqu'en 2018, le PDCI était dans le RHDP. Donc toutes les révisions, toutes les RLE qui sont passées de 2010 jusqu'en 2018, là, le PDCI était dans le RHDP. Donc le PDCI a participé donc à tout ce processus-là. Mais à quel moment le PDCI trouve donc que cette liste-là est mauvaise? À quel moment? Parce que la liste électorale qu'on a maintenant, là, elle émane de celle de 2010. Après 2010, là, il n'y a eu que des RLE. Mais le PDCI a participé à tous ces RLE. À quel moment elle est devenue mauvaise? Elle est devenue mauvaise au moment où on n'est plus dans le RHDP, on devient opposant. Là, systématiquement, elle devient mauvaise. Mais c'est de la mauvaise foi. Mais le FPI, parce que le PPACI vient de naître, mais le FPI était là avec Afin N'Guessan. Mais le FPI, le président Afin N'Guessan était candidat en 2015. Mais à quel moment donc cette liste-là est devenue mauvaise? Mais le PPACI, mais si vous avez passé 10 ans à demander à vos militants de casser le matériel à tout moment qu'il y a eu des RLE, vous avez passé 10 ans à le faire, à casser le matériel, vous avez habitué vos militants. Des voyous, des délinquants. Vous avez habitué vos militants à ne pas participer à aucun processus d'élection en Côte d'Ivoire pendant 10 ans.
Ahmed, vas-y, tu chutes en 3 minutes, mon frère chéri. Ça fait 4 ans que je suis là. Hein? Lorsque pendant 10 ans, vous avez passé le temps qu'à casser. Quand vous revenez dans le jeu électoral, vous constatez que, mais pendant les 10 ans d'absence là, mais beaucoup d'eau ont coulé sur le pont. Pendant vos 10 ans d'absence là, vous n'existez plus. Et ça, vous l'avez constaté à partir des élections municipales et régionales. Regardez autour du président Laurent Gbagbo aujourd'hui. Tous ses collaborateurs autour de lui, ses plus proches collaborateurs, qui a gagné une élection? Qui a gagné une élection chez lui? Mais c'est avec cette équipe-là, vous allez pouvoir gagner une élection présidentielle? Lorsque ces premiers lieutenants n'arrivent même pas à dépasser les 10% dans leur région, mais comment, avec cette équipe, vous pensez que c'est la question de foule? Même le président Guéry Robert, qui n'avait aucun parti politique, mais il donnait la foule. Il faisait des meetings où il y avait des foules. Mais aux élections, combien il a eu? Ne confondez pas les foules au cours des meetings avec l'électorat. C'est deux choses différentes. Une élection, hein, on peut juger de la popularité d'un parti politique à partir d'élections. Et les dernières élections que nous avons eues, ce sont les élections régionales et les élections municipales. C'est à partir de cette date que cette opposition a donc compris que c'était plus possible pour elle de rattraper le retard qu'elle a en 2 ans. Parce que pendant ces 10 ans, le LADP a véritablement travaillé sur le terrain. Le LADP s'est véritablement implanté partout en Côte d'Ivoire. Le LADP a travaillé à devenir aujourd'hui un parti politique véritablement national. Et puis c'est le seul parti politique qui peut aujourd'hui se clamer d'un parti national. Parce que lors des élections municipales, c'est le seul parti politique qui a pu présenter des candidats dans toutes les circonscriptions électorales du pays. On a des partis qui n'ont même pas pu présenter le PPSC par exemple, n'a même pas pu présenter des candidats sur 30% des circonscriptions. Le PDCA encore moins. Donc vous savez très bien que vous ne pouvez pas aller aux élections avec le RHDP. Donc le seul moyen qui vous reste à faire, c'est de rentrer dans ce que vous êtes, vouloir boycotter ces élections, vouloir cacher votre compétence sur le terrain par ces gens de ne pas participer à ces élections et puis continuer 5 ans encore à dire que c'est un mandat illégal. Mais lorsque le président Laurent Gbagbo parle de mandat, de 3e mandat est illégal, mais il n'est pas crédible à le dire. Mais le président chez Laurent Gbagbo s'est retrouvé chez le président de la République de Côte d'Ivoire, a reconnu son pouvoir. Tu peux pas reconnaître hier et puis demain venir traiter ce pouvoir de pouvoir illégal. Lorsque tu as engagé ton parti à participer aux élections législatives, lorsque tu as des députés dans cette législation, lorsque pendant ce mandat tu as des députés dans cette législation, tu peux pas aller t'asseoir dans un meeting où tu as empiffré des gens et puis dire que le 3e mandat est illégal. Il faut conclure. Les autres vont parler et puis voilà. Ok, mon frère. Puis ils sont en train de nous ramener sur des débats, de 2020. On a dépassé ça. Dites-nous maintenant par quel moyen, quand vous dites que le président ne sera pas candidat et que vous dites que le président Laurent Gbagbo sera candidat là, dites-nous par quel moyen. C'est ce qu'on veut entendre. Sinon, tout ce que vous êtes en train de raconter là, on l'a déjà entendu. Ce disque là, il est rayé. Ce débat, on l'a fait en 2020. Dites-nous en 2025, là, par quel moyen là, vous comptez donc faire des présidents Laurent Gbagbo candidat à cette élection? Par quel moyen là, vous comptez empêcher le candidat du RADP de compétir? C'est ça, on a besoin d'entendre. C'est sur ça, on doit véritablement porter le débat. Merci. Je peux lui poser une question rapide? Non, Kamal, pardon. Ahmed, les 47 milliards là, de la dette nationale, là, c'est où? Ils vont pas te répondre. Ils vont pas te répondre, camarade. Zasso, tu lui as posé la tournée. C'est Ahmed là. Ahmed, tu sais? Je veux dire rapidement à Ahmed, prochainement, hein, moi je vais même pas intervenir dessus. Mais je suis désolé de te dire, prochainement, écoute correctement ce que l'on dit et tu vas réagir. C'est vrai que ça fait peut-être 1 heure à 2 heures que j'ai parlé, mais tout ce que tu as dit, que j'ai dit là, tu es allé de l'autre côté, quoi. C'est-à-dire, c'est à l'envers
carrément que tu t'es retrouvé. En parlant de en parlant des vidéos. Merci. Clarisse, je continue? Oui, ouais, bien sûr, vas-y, merci. Allez tout à l'heure. Ok. Vas-y. Merci, Ahmed. Pour l'intervention. Donc, toi aussi, écoute mieux avant de répondre. Ok. Je vais rebondir rapidement pour assurer le monsieur qui parlait en ce qui concerne le 3e mandat de monsieur Ouattara. Monsieur Ouattara, en 2000 et en 2001, sur les médias internationaux, disait que monsieur Laurent Gbagbo n'était pas président parce que la candidature d'Henri Konan Bédié et la sienne n'était pas validée. Parce qu'il jugeait que la Cour suprême était une Cour suprême qui était caporalisée par Guéhi et aussi manipulée par Laurent Gbagbo. Je répète, je dis, en 2000, 2001, sourcez, vous allez sur les archives de l'INA, Institut National d'Archives Français. Voici ce qu'Alassane Dramane Ouattara disait, que Laurent Gbagbo, il ne le considère pas comme président, parce que la candidature d'Henri Konan Bédié et sa candidature fut rejetée. Mais par la suite, dans les différents pourparlers, quand il était avec Laurent Gbagbo, il le saluait. Donc, pour revenir à l'image du 3e mandat illégal, c'est juste pour te répondre. Parce que vous oubliez, vous avez la mémoire très courte. Très courte. Et c'est ce qui est vilain avec vous. Et puis, quand tu parles de ton alliance avec le PDCI-RDA, tu parles du côté fourbe de Laurent Gbagbo. Mais on vous a pas obligé aussi à faire le Front républicain avec le FPI. Parce que quand tu parles, on a l'impression que vous aussi, la façon dont tu dis que Laurent Gbagbo est fourbe vis-à-vis de Bamba Moriféré aujourd'hui, il soutient l'opposition. Il rejoint les mêmes postures que Laurent Gbagbo. Le même Bamba Moriféré que tu citais. Tu as parlé des Aourou, avec l'USD, Bamba Moriféré et tout et tout. Et tu voulais parler de la conférence de la Baule, n'est-ce pas? Bon, je pense que tu te cherchais. Mais je te dis que vous, à cette époque-là, quand vous avez décidé de quitter le PDCI, vous avez fait le Front républicain avec le même Laurent Gbagbo qui est manipulateur. Vous faites comme si vous n'avez pas dépassé, en fait. Ou bien c'était pas vous le RDR. À cette époque, c'était pas vous le RDR. Donc, faut pas, tu vois, c'est pas bien quand vous... Et puis, je vais te dire, Alassane Ouattara, il a son 4e mandat illégal. Ça peut te faire mal, mais il faut écouter. Article 183. Je vais même pas citer Bakongo. Il faut laisser ça. Parce que la constitution de 2016, là, et de 2000, là, de juillet, disait 2 mandats. Et c'est vous-même, là, à l'élaboration de cette constitution de 2016, vous aviez dit que il y a certains articles qui sont prorogés. En ce qui concerne les 2 mandats, Ouattara était dans la continuité de son mandat. C'est pas nous qui l'avons dit. Vous avez fait quelques modifications. Vous avez fait une modification sur le verrou de l'âge et autres. C'est pas nous qui l'avons dit. Même le même Ouraga Obo en conférence. Le même Ouraga Obo en conférence. Sur le journal même yeklo.com. On l'a dit devant Tubanga. Pourquoi Tubanga n'a pas démenti? Maintenant, vous venez, vous nous dites, oh, c'est non. Clarisse, je vais te donner une commission. J'entends que quand le Conseil constitutionnel prend une décision d'un pays en sortie de crise, l'ONU peut intervenir. Et ça, c'est le monsieur qui a un niveau, parce que j'ai dit j'ai niveau 3e. Lui, je sais pas il a quel niveau, c'est lui qui a dit ça. Mais c'est un menteur. Et il ment comme son mentor Alassane Ouattara. Quand un pays en sortie de crise, l'ONU peut prendre des décisions qui sont au-dessus du Conseil constitutionnel. Trouvez-moi cette formule-là quelque part, je ne discute plus sur un panel. Des gros mensonges. Et aujourd'hui, vous venez nous dire que quand le Conseil constitutionnel décide, on ne peut pas, d'accord, dédier le Conseil constitutionnel. Vous avez appelé le monde entier pour venir bombarder la Côte d'Ivoire. À cause d'une décision du Conseil constitutionnel, sous prétexte que des régions ont été balayées et qu'il fallait mettre en application, je crois, l'article 64 ou 54. Aujourd'hui, quand les gens contestent les décisions du Conseil constitutionnel, quand c'est vous, c'est bon. J'ai dit, avant d'abord de critiquer les autres, il faut d'abord bien se moucher, se torcher le derrière avant de critiquer les autres. C'est très important. Je vais revenir maintenant sur le point, parce que je t'en ai parlé du coup d'état sexy de la Guinée. Mais on va venir encore sur un autre point. La xénophobie. Vous avez fait ce combat-là. Autant de Bédié, autant de Gbagbo, les xénophobes. Mais vous avez invité un pays qui a pris une décision à caractère xénophobe, qui est le Gabon. En tant que guest star d'honneur, avec Olingi. Cette décision a fait scandale et tâche. Mais quel est votre discours? Vous ne parlez pas de ça? Vous ne combattez plus la xénophobie. Ou bien ça a changé? En fait, votre but du combat de la xénophobie, c'était d'arriver au pouvoir. Ah, d'accord. Ok. Donc, j'étais en train de parler, en fait, de quelque chose de très important parce que le monsieur qui a des preuves que la mère de Tidjane Tian n'a pas de papiers, qui était là tout à l'heure, nous disait que la Côte d'Ivoire est le 2e pays africain le mieux annoté. Ça m'a interpellé parce que je me suis dit, avec mon niveau 3e quand même, j'ai quand même quelques petites notions d'économie. Je suis allé chercher.
Oui, j'arrive. Je suis en train de chercher. Et là, j'ai trouvé. Je vais vous donner la liste des pays et allez lui dire ça. Ok. Pays africains avec notation investment grade, au moins BBB+. Parce qu'en fait, c'est par différentes, en fait, annotations. Il y a le A', d'accord? Il y a le AA et le A. Les meilleurs pays, parce que quand tu as noté dans les agences d'annotation, c'est 3 lettres. BBB+. D'accord? Donc, on commence. Ces pays sont les seuls sur le continent à être considérés par les agences comme des emprunteurs de qualité avec une véritable confiance des marchés. Pays numéro 1, par Standard & Poor's, le Botswana. A2, par Moody's, le meilleur classement sur le continent. Deuxième pays, Maurice, l'île Maurice, noté BBB, par Standard & Poor's, par Moody's, investment grade également. Ensuite, on a le Maroc. Le Maroc est classé en 3e position. Pays bien noté, non investment grade. Pays bien noté, non investment grade. On a le Maroc à nouveau. Et ensuite vient la Côte d'Ivoire. Noté BB selon Standard & Poor's et non Moody's et Fitch. Ce monsieur, il ment et il ment. Parce que les principales agences de notation, il y en a 3. Standard & Poor's, Moody's et Fitch. Moi, j'ai un niveau 3e. Clarisse, je t'ai dit, j'ai un niveau 3e. Et puis en passant, il faut lui dire que si peut-être il m'a croisé en France, avec mon niveau de 3e, je ne vis pas qu'en France. Contrairement à eux, je ne suis pas obligé de dire ce que je fais et où je me déplace. Il faut lui dire ça parce qu'il répète ça souvent. Souvent même là, peut-être je peux être en Côte d'Ivoire sans qu'il le sache. On ne sait pas qui est qui. Il faut lui passer le message spécialement. Je vais maintenant venir à quelque chose de concret. Parce qu'il a dit beaucoup de choses, il n'a rien dit de bon. Vous ne comptez pas sur le nombre des Ivoiriens. Vous comptez sur les armes. Et je vous dis que les armes n'ont pas raison d'un peuple qui est déterminé. Parce que jusqu'à preuve du contraire, là, depuis on débat avec vous, le PDCIO est contre vous. Le COGEP est contre vous. PPACI est contre vous. Des Ivoiriens comme nous, que vous appelez pour iOS, on est contre vous. Vous êtes combien même, et puis depuis on parle. Vous êtes combien? Vous parlez, on a dit il y a 22 millions d'Ivoiriens. Vous êtes combien? Vous êtes 11 millions? Vous êtes 11 millions d'Ivoiriens? Arrêtez de casser les pieds aux gens. Arrêtez de casser les pieds aux gens. Faites ce que vous allez faire. Vous avez construit de nouvelles prisons, non? Vous allez remplir les prisons. Et puis, en fait, Camara H, je vais poser une question ici. Il est mort en quelle année? Qui se souvient l'année de la mort de Camara H, s'il vous plaît? Quelqu'un peut me dire son année? L'année de son décès? 2004. Ok. C'est en 2004, c'est pas en 2003? Je crois que c'est en 2003. Ça doit être 2003. Ça doit être en 2003. C'est 2003. Camara H, c'est 2003. Il a cité plein de noms. Bon, ça vous a fait mal. Nous, on dit Yako, à la famille de Camara, il est fait. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas attrapé la personne. Mais comme Gbagbo, c'est vous qui dites que c'est Gbagbo qui a éliminé Camara H. En justice, en droit, il y a ce qu'on appelle le délai de prescription. Ça, je dis ça à ma soeur Clarisse. Clarisse, nous sommes en 2025. Si tu as un ami qui est un proche, on l'a éliminé en 2025, je ne le souhaite pas, je touche du bois. Il y a ce qu'en Côte d'Ivoire on appelle le délai de prescription. C'est-à-dire, quelques années après, tu peux poursuivre les gens qui ont fait ça. En Côte d'Ivoire, c'est 10 ans pour les crimes. Camara H est décédé en 2003. Ouattara est venu au pouvoir en 2011. Comme ça vous tenait à cœur, vous devez faire justice parce que vous avez pris le nom de Camara H beaucoup pour faire votre campagne. De la même manière, vous avez mis l'énergie pour le général Robert Gueye là. Fallait faire pour Camara H. Parce que rien ne vous interdisait. Vous aviez la justice, vous avez tout. Donc vous-même, là, votre combat, c'est quoi? Parce que vous luttez pour les injustices, non? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Émile Théé, là, c'est pas dans les années, délai de prescription, 10 ans. Ou bien avec tellement d'urgence, ou bien vous catégorisez les morts. Vous êtes des piètres comédiens. Clarisse, je suis monté pour toi, je m'excuse parce que tu as pensé que je t'ai fermé. Maman en ensemble, je te présente mes excuses, on va se voir. Mais j'ai pas le temps de discuter avec ces gens-là. Ils sont vieux, mais c'est ça. Il faut réformer l'éducation en Côte d'Ivoire. Vous n'avez rien à dire. Ça souvent m'a fui, là. Merci. Ça a fui. Merci. Clarisse, ça soit a fui, hein. C'est un politesse, ça. C'est pas grave, ils n'ont pas parlé, c'est pas grave, ils n'ont pas parlé. Il y a encore 1000 personnes. Attends. Réalité, vous voyez, oui. Voyez parti. Il y a Nina. Non, on n'aura pas parlé parce que tout ce que je voulais préparer, tout ce que j'ai préparé là,
Innocent a parlé de ça. Moi, je voudrais plus parler des détournements de fonds. En réalité, j'ai posé des questions à Zasso. Il est rentré dans les détournements de fonds. Mais là, c'est pas grave. La prochaine fois, je vais mettre ma caméra encore et montrer tous les détournements de fonds. Il faut demander à Zasso de monter pour répondre à mes questions. Ok. Le grand Zasso ou bien Coco, vous voyez, les deux sont là. Ahmed, Zasso n'a pas monté. Ahmed, tu peux répondre à mes questions là. J'ai posé 2 questions. Ahmed va répondre. Ahmed, j'ai dit, où est passée la gare internationale d'Adjamé? Le président de la République a posé la première pierre en 2013. Un coût de 47 milliards. Où est passée et l'article 6? Attends, c'est 2 questions, 2 petites questions. Et l'article 6 de la loi des finances. Attends, je te pose la question, puis j'ai fait mon micro, tu réponds? Je viens, je te pose, je viens. Tu avais 10 fois que tu racontes la même chose. Non, mais attends, je te pose la question. J'ai dit l'article 6, là, tu connais la loi? La loi des finances, l'article 6. Laisse-moi te répondre. Ça fait 10 fois que tu répètes. Ok, vas-y alors. Ça fait 10 fois que tu répètes. Donc, concernant la... Vas-y. Vous avez ramassé les lourds cadeaux, vous êtes partis, les 10 cas, les 100 cas. Abonnez-vous, c'est ça. Ahmed, vas-y. Cette opposition-là, j'ai l'impression que quand elle parle, elle oublie qu'elle a dirigé ce pays-là. Quand tu prends le PPACI, heureusement aujourd'hui, tous ceux qui sont en face, c'est des gens qui ont véritablement dirigé le pays. Et nous, ce que nous relevons dans les critiques qu'ils font, c'est leur crédibilité même à porter certaines critiques. Parce que quand aujourd'hui tu vois le président Laurent Gbagbo, tout ce qu'on fait, on dit non, c'est Laurent Gbagbo qui a posé les premières pierres. Mais en 10 ans, il n'a posé que des premières pierres. Et puis c'est eux qui veulent venir nous faire la morale de dire qu'on a posé une première pierre qui n'a pas été... Là, nous, on va parler aussi. Réponds à sa question là. Non, je viens. Non, moi je veux d'abord sur la crédibilité. Votre crédibilité à poser ce genre de questions. Lorsqu'on a passé 10 ans à poser que des premières pierres sans rien réaliser, parce que jusqu'à la preuve du contraire, on n'a jamais dit que voici le président Laurent Gbagbo, voici l'ouvrage qu'il a effectué à 100%. Jamais, toujours dit c'est lui qui a posé la première pierre. Donc des gens qui ont passé 10 ans à poser des premières pierres ne peuvent pas nous reprocher d'avoir réalisé une seule première pierre qu'on n'a pas pu réaliser. Donc moi je pense que ça déjà ça peut répondre à ta question. Et puis des personnes. La gare d'Agamé est où? Je prends le PDCI par exemple. Aujourd'hui qui dit tous les projets là, c'est nous qui les avons initiés, c'est nous qui les avons réfléchis. Mais pendant 6 ans, ils n'ont pas pu réaliser un seul de ces projets là. Pendant 6 ans. Non, eux ont passé 6 ans en train de réfléchir aux projets, ils n'ont pas pu réaliser un seul de ces projets là. Donc quand on est en face de nous, ces personnes-là, je pense que on n'a même pas à vous répondre parce que vous n'êtes même pas crédible. Non, vous donnerez ces réponses, peut-être lorsque nous serons en face des Ivoiriens pour donc faire campagne. Il faut répondre à la deuxième question maintenant, s'il te plaît. L'article 6 de la loi des finances, attends, je te la pose, Ahmed. L'article 6 de la loi des finances dit que le président de la République a 3793 milliards dont il peut disposer pour les dépenses d'investissement. Pourquoi? La réponse se trouve dans ta question. Tu dis pour les dépenses d'investissement. Donc toi-même la réponse à ta question, la réponse se trouve dans ta question. Qu'est-ce que tu veux qu'on te réponde là? Donc lui seul, il s'assoit et puis il a 3700 milliards. Sans compter le budget de souveraineté. Le budget de souveraineté est de combien? Non, la réponse se trouve dans ta question. Il suffit. Bon, le budget de souveraineté est de combien? Moi, je ne vais pas faire de trop long. Le budget de souveraineté est de combien? Il te suffit juste de bien t'écouter et tu trouveras la réponse dans ta question. J'ai compris. Maintenant, le budget de souveraineté, dernière question, c'est de combien? Aujourd'hui, en l'état actuel, là, en 2025, c'est quoi le budget de souveraineté? En 2015, c'était 320 milliards. Ahmed connaît pas. En 2017, c'était 342 milliards. Il ne connaît pas. Il va appeler Mamadou 342 milliards. Et en 2025, le budget de souveraineté à combien? C'est-à-dire que vous avez confondu les biens publics avec vos biens personnels. Tu dis que le président de la République, frère, il va à Djamé. Attends, je vais juste un commentaire, 1 minute, pardon. Tu sais qui est Nina Keïta? Tu sais qui elle est? Non, attends, en réalité, sinon je vais perdre mon propos. Tu vas être choqué. Une ancienne striptease. Elle faisait le striptease aux États-Unis. Oui. Non, elle s'est immolée là, celle qui s'est immolée là. Des gestes aussi. Voilà, me prêter. Elle faisait le striptease aux États-Unis, c'est la neige de Ouattara.
Et les directives. Oui, mais attends, ce que je veux dire là, regarde, le président de la République va à Djamé, il fait la pose de la première pierre d'une gare internationale, ça sort dans le journal officiel, c'est publié sur le portail du gouvernement. Nous sommes en 2025 et cette gare-là n'est pas réalisée. Pourtant, c'est 47 milliards de nos francs. Et Ahmed va venir nous expliquer quoi. Donc, c'était pour reprendre ce que vous les autres ont fait là, mais il ne fallait pas venir au pouvoir. Puisque tu dis que les autres ont fait. Donc, voilà, qu'est-ce que vous êtes venu apporter aux Ivoiriens? C'est quoi le changement? C'est le seul projet qui a le changement. Mais il y a 100 milliards du fonds d'entretien routier, 110 milliards de l'université si c'est bas Congo. Tu veux que j'en cite encore? Même le président, le premier ministre Hachi, il est sorti dans Pandora Papers. Congo réclame son argent. Vous êtes allé prendre 100 milliards crédits au Congo. Les Pandora Papers, le ministre Hachi Patrick, il a été, paraît-il qu'il a créé donc une société fictive. C'est Pandora Papers. On peut te, je peux te dire que je décide. Il n'y a pas d'entretien aujourd'hui là. Si c'est le bilan économique là, vous avez échoué. Le Congo réclame ses 100 milliards. Allez-y donner l'argent des Congolais là. Ils réclament les 100 milliards. Il faut aider Ahmed. Tu es là non? Les ministres c'est des brouteurs. C'est pas des ministres, c'est des brouteurs. Toi Rio, tu n'as rien à dire. Toi je te écoute même pas. J'ai dit, le Congo réclame ses 100 milliards. Vous êtes allé prendre crédit 100 milliards au Congo. Ils réclament leur argent. Tu me dis, il n'y a rien à dire. Ok, on a compris. Qui ça bombarde? La garde En tout cas, merci encore, hein, Clarisse, merci. Moi, je vais descendre. Vous avez un dépense, c'est-à-dire 4121 milliards. 4121 milliards. Même pas pour rembourser le crédit, hein, pour rembourser, c'est-à-dire le service de la dette. Le service de la dette là, coûte à l'État de Côte d'Ivoire 26% des dépenses totales. Vous avez échoué. Satisfaits. Les Ivoiriens sont satisfaits donc de ce bilan du président Alassane Ouattara. Quel Ivoirien? Les Ivoiriens sont satisfaits. Quel Ivoirien? On n'est pas parmi les Ivoiriens là. Mais en fait, Rio, tu sais l'erreur qu'ils commettent? La Côte d'Ivoire là, sur la liste électorale, on nous dit qu'il y a 8 millions d'électeurs. Une minorité, donc si vous n'êtes pas satisfait, ça c'est Ahmed, on dit qu'il y a 8 millions d'électeurs. Sur les 8 millions là, le RHDP a 1 million et selon eux, 1 million d'électeurs, 1 million de militants. Avec les 1 million de militants, avec les 1 million de militants, vous pouvez gérer. Il n'a même pas dit ton nom, il dit les Guinéens, où est-ce que tu es Guinéen? Non mais c'est moi, je parle. C'est à moi qui réponds. Moi, j'ai bête ou bien, tu l'as pas entendu. Merci à tous et puis bonne soirée. Merci. Merci, tu as bien fait ton débat, tu as bien parlé. En tout cas, il faut plus de sang dans l'eau avec cela. Il faut nous laisser, on va se faire des boutons qui restent. Taisez-vous maintenant. Vraiment, vous chauffez des gens. Pardonnez. Pardon. On dit tous les jours, quand on va sur le panel et il y a les gens du RHDP, ils vont nous dire Ouattara fait ci, Ouattara fait ça. Toujours les échos n'ont dit rien. Mais aujourd'hui, on vous a répondu pourquoi? Parce que si on veut lister tout ce que vous avez volé là, on peut pas quitter ici, c'est trop. Donc maintenant là, si vous montez sur le panier, ce qu'on doit faire tous les scandales financiers là, on va mettre ça sur la place publique. On va tous les scandales financiers là, parce qu'on en a marre. Parce que c'est ce qui est important. Vous pensez que c'est parce qu'ils sont propres qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir? Ils savent que quand ils vont quitter le pouvoir là, tout leur pile sera au dehors. C'est pourquoi ils ne veulent pas partir. Sinon, c'est pas parce qu'ils gèrent bien. Ils savent que s'ils laissent le pouvoir là, tout va sortir. Ils sont pas fous. C'est Yul qui est guinéen, Bidozer Yul, c'est un Guinéen, lui, c'est un volé à moi comme l'autre là. Ouais, merci. Merci encore et bonne soirée. Merci, l'Ivoirien, merci. Comment, attendez, mais de vous à moi, comment on peut mettre directrice de Jessoussi, la nièce de Ouattara qui était aux États-Unis, elle faisait striptease. Quand même, respectez le pays. Ah! Non. T'as le CV de tout le monde là. Ah! C'est fort aussi. Mon frère, si toi-même on dans ta famille là-bas, il y a des coquelets là-bas. J'ai mis 5 jours à parler ça. Ça là. Il connaît tous ceux-là. Les voleurs de Mansan, Pedro là, Côte d'Ivoire, tous ceux-là, je les connais. C'est eux qui sont sur TikTok là. Je les connais tous ceux-là. C'était les anciens voleurs, les anciens qui découpaient de route. Moi, j'ai fait gros camion, je connais tous ceux-là. Les Yul là. Rio, on parle de la politique. S'il te plaît, arrête de parler de moi. Tu me connais même pas. C'est pas bien ce que tu fais là. C'est pas bien. Je peux inventer des choses. Quoi? Donnez la parole. En fait.
Il y a Crespo, voilà, prenez la parole, prenez la parole. Je me connais pas. En tout cas, on a bien mal. Je vais descendre. Au moment où j'avais le temps, les autres étaient en train de bavarder. Il fallait que je fasse mon micro. Maintenant, là, il est tard pour moi. Je vais descendre. Je voulais seulement. Bon, quand même, avant de descendre. Viens, pas s'arrêter dans ta gauche, viens. Faut parler un peu quand même. Non, on s'en dit. Attends, toi, attends d'abord. Tu viens de monter, non? On s'en dit tout dit, tout ce qu'il voulait dire. Donc, qu'est-ce qu'il avait encore dit? Wai aussi a bien parlé comme un Nouchi. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit que tout le monde était représenté. Les Nouchi étaient là. Le débat était dosé, hein? Non, le problème c'est qu'il était occupé, Clarisse. Il écoutait avec mes écouteurs. Il était occupé, il ne pouvait pas monter, mais c'est bien aussi que je ne suis pas monté. Réalité m'a aidé, il a été fort. Réalité est resté, hein? Il m'a aidé. J'ai mis 5 jours à préparer ça là. 5 jours. Depuis 17 heures, là. Vraiment, félicitations. La sœur Nina, j'ai mis 5 jours pour préparer ça là, ce débat là. Parce que la dernière fois qu'on va parler. Mais tu n'as pas parlé. Ça m'a fait mal. Tu n'as pas parlé. Non, j'ai envoyé un peu au début, non plus, ils sont rentrés dedans. Parce que toujours quand il monte sur le panel, il dit Ouattara a fait ci, Ouattara a construit les routes. Mais est-ce que vous avez volé là? Vous parlez pas? Vous étiez là. Vous avez volé, vous n'avez rien fait. Au moins, nous, on peut dire Ouattara a fait ça, Ouattara a fait ça. Voilà. Ok, d'accord. Voilà, on a compris. Nous, on peut montrer quelque chose qu'il a fait. Vous étiez là, vous avez volé la télé. On est à l'heure du bilan. On est à l'heure du bilan. Vous êtes au pouvoir. C'est vous qui devez nous présenter votre bilan. Oui, mais vous n'êtes pas avec, vous voyez que... mais nous, on est d'accord. C'est ce qu'on voit là. C'est pour ça qu'on dit que ça ne nous plaît pas. C'est ce qu'on a vu là. Qui ne nous plaît pas. On a dit que ça ne nous plaît pas. On ne peut pas vous forcer, comme on appelle, à ce que ça vous plaise. Justement, donc ne venez pas nous dire que on peut rien faire, et puis on n'est rien, et puis vous allez enfermer les gens. Non, c'est pas ça. Non, ne venez pas nous dire ça. Parce que vous devez dire que nous, on a fait pour nous. Vous les frustrez parce que vous n'êtes pas au pouvoir. On ne peut pas parler ensemble. Je fais mon micro. Vous ne voulez jamais rien comprendre. Donc, on en a que faire. On en a que faire. On ne va pas rester là à chaque fois, comme on appelle, à chercher à vous convaincre. Vous parlez, mais le monsieur, il travaille, il ne vous répond pas. À chaque sortie de Gbagbo, il insulte, il dit tout de lui. Mais est-ce qu'il a quoi répondre? Le monsieur, il est où? Attends, Crespo, attends. Le monsieur, il est où? Actuellement, il est où? Et tu sais pas où il est? Je sais pas, je te demande, il est où? Ouattara est où? Je sais pas. Je sais pas. Moi, je suis guinéen, tu me demandes Ouattara est où? Mais tu es guinéen, puis tu pas de Mais vous me demandez Mamadou Doumbia, il est où? Il a te dit. Moi, je suis pas. Mais ici, là, c'est pas parler de Guinée, puis tu motives quand tu poses une question sur Mamadou Doumbia. Mais je suis guinéen, non? Mais ici, là, c'est pas parler des Guinéens, tu es monté pourquoi? Mais qui t'a dit, c'est pas écrit ici panel des Ivoiriens? C'est un panel comme tout autre. Arrête de te contredire là. Tu dis tu es guinéen. Si tu veux pas accepter, tu laisses, frère. Mais qui a dit? C'est lui qui a dit je suis guinéen. Mais Iriel qui est ton père ou bien c'est quoi? Comment? Iriel, c'est ton père. Ah, mais attends, si lui là, il m'a traité de guinéen. Il te pose des questions, frère. J'ai dit Ouattara est où? Oui. Ouattara est où? Au travail, ça. Non. Crespo, si toi tu m'avais posé la question, j'allais te répondre. Crespo, vous lui posez la question, moi je laisse. Crespo, pose la question. Après, il est de Guinée, il ne peut pas me demander le monsieur, il est où? Le monsieur. Quel monsieur? Le monsieur. Ah. Le monsieur que tu parlais de lui, tu suis là. Quel babou l'insulte toujours là? Ah, ça a quoi à voir avec le débat? Mais c'est une question, tu peux répondre, frère. Ah. Moi, je ne sais pas, c'est ce qu'il a dit, je ne sais pas où il est. Mais quand babou l'insulte là, babou l'insulte comment? Il insulte comment? Toi, tu ne l'écoutes pas? Mais tu dis des choses que tu maîtrises même pas. Critiquer puis insulter là, ça peut être des choses. Non. Il y a des critiques et puis il y a des paroles qu'on dit comment on appelle à quelqu'un là, on peut considérer ça comme des injures. Voilà. Quand il dit lui, il est chez lui, quelqu'un quitte chez lui là-bas pour venir, c'est quoi? Injure là, c'est quoi pour toi? Injurer quelqu'un là. Arrête de me poser ce genre de questions qui n'ont pas de sens. Mais tu donner façon là, tu te joues trop les intéressants là. On te pose question, on répond ou bien tu réponds pas, c'est tout. Mais tu ne me poses pas des questions importantes, frère. Mais ça là, c'est questions importantes? Non, c'est pas des questions importantes. Tu réponds ou tu réponds pas? On dit le monsieur est où? Je ne vais pas répondre. Je ne vais pas te répondre. Je ne vais pas répondre. Bon, en tout cas, Crespo, prends ton temps de parole en même temps. Mais c'était quoi le sujet même? Le sujet là, nous on est venu parler
C'est que eux, ils volent, là. Le gouvernement de Ouattara. Parce que toujours l'habitude de venir dire, Ouattara, il a fait ci, il a fait ça. Aujourd'hui, là, on a bien listé tous les vols, là. Parce qu'on en a marre de ça. Ce discours-là, Ouattara a fait des routes. Vous avez inventé, oui. Vous avez inventé. Non, mon ami, rien n'est inventé. Tout a été listé. Tout a été bien affiché et bien listé. Toi, tu viens d'arriver en retard. Où? Ceux qui étaient là au début, là, ils savent de quoi il s'agit. Toi, tu es venu en retard. Au début, il y a eu Kokola qui était là, non? Il sait. Toi, tu es venu après. On a bien montré. Ouais, vas-y, réalité. On a commencé à parler des ministres voleurs d'abord. Voilà, les ministres qui ont volé en fonction, là. D'abord, il y a les pouvoirs de Ouattara, ils sont tous volés là-bas. Est-ce que c'est ceux-là? Et tous c'est des voleurs. Ah, toi-même, ton mentor, c'est un voleur parce qu'il a gouverné aussi avec Ouattara. Hein. Mais le fait de gouverner avec Ouattara, ça ne veut pas dire qu'on est voleur. Hein. Ah! C'est pourquoi il a quitté là. Est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tu es sûr? Tu dis le gouvernement de Ouattara, ils sont tous des voleurs. Oui, mais le gouvernement de Ouattara. Combien d'années ton mentor il a gouverné avec Ouattara? Est-ce que c'est actuellement dans le gouvernement? C'est un voleur? Il a gouverné non, il n'est pas volé plus que Ouattara. Hein. Ouattara, c'est le père des voleurs. C'est un voleur aussi, non? À l'Assemblée, ils ne peuvent rien voler là-bas. À l'Assemblée, Ouattara, c'est le père des voleurs. Et il faut accepter. Voilà, Ouattara est le père. C'est lui qui s'accroche au pouvoir. Et ton mentor est le fils voleur. Il est vieux, on est cherché à se reposer. Il est en train d'emmerder les gens. Ton mentor, il est le fils voleur. Non, mais mon mentor est plus conscient que lui. Hein. Voilà, c'est pourquoi il n'est pas accroché à lui là. Parce qu'on sait que ce n'est pas un homme qui peut développer la science. Non, c'est parce qu'il n'arrivait pas à voler. Il met sa famille dans la politique. À la tête même pour aller voler. Il a pris sa famille comme l'entreprise, comme la Côte d'Ivoire est devenue comme une société pour eux. Alors que mon mentor là, lui n'a jamais mis ses frères dans la politique. Ouattara, c'est un feignant. Il n'a jamais mis ses frères dans la politique. Tous les mois. Hein, tu as dit quoi? Il n'a jamais mis ses frères dans la politique. Dis-moi le nom de l'un de ses frères. C'est-à-dire? Est-ce que tu es sourd? On te pose question, c'est-à-dire? Tu ne comprends pas ce qu'il a dit? Répète, je n'ai pas compris. Non, il répète même plus encore même. Il a dit, Ouattara a pris la Côte d'Ivoire comme son entreprise. Sa femme, ses enfants, tout le monde est dans la politique. Toi, tu es un menteur. Sa femme est dans la politique où? Ah, sa femme n'est pas dans la politique. Oui, elle occupe l'argent qui est volé, il fallait construire les centres des hôpitaux là, puis c'est privé là, c'est pour qui? Alors, c'est des voleurs. Où est l'argent? Tu ne savais pas qu'elle avait de l'argent avant? Elle travaille où? Tu ne savais pas qu'elle avait de l'argent avant? Oh, l'argent où? Une ancienne femme ménagère qui est venue en Côte d'Ivoire. Elle avait quoi? Rien. Elle faisait la ménage où? Elle a volé Félix Houphouët-Boigny. Elle avait l'argent là où? Crespo, s'il te plaît, je peux lui faire une motion. Crespo, je peux lui faire une motion, s'il te plaît. Pardon, faut me laisser tranquille. Voilà, non, excusez-moi, monsieur. Voilà, monsieur, la maison qui est à Mougins là, c'est pour Félix Houphouët-Boigny. La dame Dominique Nouvian, qui était riche. Est-ce qu'elle paye ça à l'État de Côte d'Ivoire, à Félix Houphouët-Boigny, ou bien ils sont devenus propriétaires de ça? S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez me répondre? Non, madame, pour être sincère avec toi, je ne sais rien de ça, je ne peux pas vous répondre. Ah, d'accord. Voilà. Maintenant, la deuxième question. L'ambassade de Côte d'Ivoire, qui est dans le 16e arrondissement, maintenant, ça appartient à Dominique Nouvian Foloro avec son fils Loïc Foloro. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Mais si ça l'appartient, ça l'appartient. Ça appartient à Félix Houphouët-Boigny. On ne peut pas poser de question. Lui, là, c'est un perdu. L'homme qui a les cheveux, même, il ne réfléchit même pas à ses cheveux. Toi, tu poses quelqu'un qui ne sait pas où son président se trouve à sa vie, tu poses question. Un homme rabaissé comme ça, là. Et il dit, elle a tout braqué, cette dame-là. Même l'ambassade de là-bas, elle a pris ça. Ça veut dire lui-même, là, il ne sait même pas dans quoi il est. Il ne sait même pas dans quoi il est. Je vais me muter. On parle de la politique. Vous aimez toujours insulter les gens. Faut pas te jouer les intéressants ici. Tu m'as insulté. Tu es la première personne qui m'a insulté. Non, moi, je ne t'ai pas insulté. Hein. Tu m'as insulté. Hein. Dès qu'il a pris la parole, tu m'as dit que je suis bête ou bien quoi. Quand lui a posé sa question. Bête ici. Laisse-le. Quand vous parlez après, il oublie vite. Laisse-le. Et dis-lui, il ne m'a pas insulté. Tu es vieux, tu es inconscient. Vas-y, tu as posé une question, tu t'es posé la question, tu dis je suis bête ou bien. Toi, t'as pas compris. Rentre dedans, Crespo. Je suis là pour aujourd'hui. Toi, tu es conscient et puis tu parles comme ça là. Voilà, c'est parce que je suis inconscient comme toi, raison pour laquelle je te réponds. Ok, vas-y. Attaque. Fais-toi plaisir. C'est pas une question de fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Attaque cet ancien braqueur là, cet ancien coupeur de route. C'est quand on est idiot qu'on parle aux gens comme ça. Mais c'est plus idiot que toi. Tu es un idiot.
Toi, tu es le père des idiots. Toi, tu es un idiot. C'est pourquoi tu suis ton mentor idiot comme toi, là. À cause de tout cela, Bengue n'est plus intéressant. À cause de cela, Bengue n'est plus intéressant. On peut avoir... Oui. Attends, Crespo, il ne faut même pas lui répondre. Attends, je vais lui poser encore une autre question. Je vais faire une autre motion. Non, excusez-moi. Excusez-moi, non, je vais faire une motion au monsieur là. Excusez-moi, monsieur Rio. Excusez-moi, monsieur. Qui l'a fait monter même? Je vais faire ma motion et puis je vais descendre. Je vais faire ma motion. Si ça vous dérange, je descends. Si, monsieur Rio, si ça vous dérange, je vais descendre. Moi, je faisais la motion à Crespo, voilà. Je vais lui demander. Parce que Jean-Louis Billon, qui est dans le PDCI, là, a posé sa candidature. Aujourd'hui, le RHDP se réjouit là, pour dire que non, c'est le futur après Alassane Dramane Ouattara. Monsieur, c'est vrai ou c'est faux? Parce que c'est Jean-Louis Billon qui va représenter monsieur Alassane Ouattara. C'est vrai ou c'est faux? Parce que depuis là, il fait ça. Il n'est pas du RHDP, il ne peut pas représenter. Non, ils ont dit il est PDCI, mais il le préfère plus que M. Thiam qui va venir le vendredi en Côte d'Ivoire. Oui, donc répondez-moi, parce qu'ils ont dit c'est lui qui va représenter après Alassane. Voilà. Écoutez, donc, madame. Attends, oui. Donc tu as donné l'information. Donc tu dis quoi, Thiam rentre demain. En réalité, c'est vrai? Elle a dit quoi, Clarisse? Non, elle a dit quoi? Non, c'est faux. Il y a un communiqué du PDCI qui a démenti ça. Ça ne vient pas du PDCI, c'est faux. Attends, Rio. Attendez, vous allez parler. Oui. Je dis, c'est ce qu'on nous a dit, que le monsieur doit pouvoir, le président Thiam doit pouvoir rentrer pour faire déposer officiellement sa... C'est faux, il y a un communiqué du PDCI qui a démenti ça. Il y avait une réunion... Le PDCI a démenti. Jean-Louis Billon, il a déposé sa candidature. On peut parler, je dis, laissez-moi terminer. Elle m'a posé une question, mais vous ne m'avez pas laissé répondre. Monsieur Noël Akonsi Benjo, le vice-président qui a convoqué une réunion, voilà, on n'a pas besoin de lui personnellement pour déposer. Donc, justement, ils vont déposer ça sans lui. Voilà, donc, la dernière nouvelle, il ne sera pas là. Voilà, en fait, c'est ça. Nous, on aurait voulu qu'il soit là, une marée verte, elle allait l'accompagner. Voilà, mais bon. Mais à la possible... Justement, on a appris aussi qu'il est condamné à... Il est condamné où? C'est condamné dans la bouche de Yakumbia Doumbia, quoi. Ah. Hein? Et là, c'est aujourd'hui, ils savent ça. Quand Adjoumani a fait fuiter les trucs, il y avait une réunion avec les gars du RHDP où il a dit les gens sont xénophobes, c'est sorti sur la toile là. On a pris Adjoumani, on a mis en tôle. Donc quand s'amuser, il va venir forcer. Donc quand s'amuser, s'ils bandent comme Tama Robert, ils n'ont qu'à prendre le gars, ils vont le mettre en prison. S'ils ont touché au président Thiam, s'ils ont touché au président Laurent Gbagbo, ils vont voir. C'est là on va voir quelque chose comme on le dit. Non, vous êtes intéressant quoi. Vous êtes intéressant. Nous on ne parle pas de toi, quand tu n'as pas de village en Côte d'Ivoire, il faut te taire. Oui, j'ai compris. L'essentiel, quand je vais en Côte d'Ivoire, je ne faut te taire. Quand on parle ici, là. Et même en octobre, le 4 octobre, je serai en Côte d'Ivoire. Quand on parle là, tu te taires. T'as compris? Je serai en Côte d'Ivoire. La langue qui est dans ta bouche, on dirait pas d'arachide là. Merci. L'essentiel, tu m'entends? Tu m'entends quand je parle? On parle ici en ivoirien d'abord, frère. Faut pas embrouiller les gens. Et tu as quoi de plus que moi? Tu es ivoirien là, tu as quoi de plus que moi? Non, il ne s'agit pas de quoi. Moi, son leader n'est pas un voleur. Son leader n'est pas un voleur. Voilà, son gouvernement là, votre gouvernement là, vous êtes des voleurs, vous volez l'argent du peuple. Le passeport ivoirien au même. On est fatigué de vous, pardonnez. Non, quand tu es ivoirien, tu as quoi? Peut-être que le bien que j'ai en Côte d'Ivoire, tu n'as pas. Donc tu n'es pas plus ivoirien que moi. C'est quoi tes biens? Ça veut rien dire. Avoir des biens à l'étranger ne veut pas dire que tu es truc que lui. Tu es des sources que lui. Rio, les jours tu me vois. Il y a des Ivoiriens qui ont des biens à l'étranger, mais ils ne sont pas de là-bas. Quand vous avez des biens en Côte d'Ivoire, automatiquement, vous pensez que vous êtes des Ivoiriens. On ne parle pas de nos villages. Quand vous n'avez rien à dire, c'est de traiter les gens de Maliens. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Toi-même, tu as compris ça ici, c'est moi. Oui, je suis guinéen, et puis quoi? Et puis ça, donc faut laisser parler là. J'ai des biens là-bas, j'ai des biens là-bas. Tu as des biens où? Et puis tu fermes ta grosse bouche là.
Comme le Guinéen de ta mère. Non, Yul, non. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Qui est idiot, quoi. C'est pas moi, j'ai parlé, c'est Yul qui a parlé, c'est pas moi. Il est plongé dans le truc de ta maman, tu sais, pour sortir dans ma bouche est large comme le sale. Non, Yul, faut t'excuser. Yul, faut t'excuser. Plongé dans le truc de ta maman, là, pour sortir dans le truc. Tu n'entends pas? Vieux con, là. Non, mais il n'est pas riche, t'as toi aussi. Il m'insulte, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il est bête, on dirait qu'il n'est pas m'insulter. Depuis la temps de m'insulter, ta bouche, on dirait le truc de ta mère, là. Comme le Guinéen de ta sale mère, là. Il a chié dans le truc de ta mère. Va chier. Il aime ça. C'est parce que tu as la... Exprime ton avis en commentaire.